C'est maintenant, moi, j'entends que le gouvernement ivoirien a signé un contrat avec une compagnie d'aviation, en l'occurrence Corsair, pour évacuer les officiels pour venir se faire soigner ici à l'hôpital américain. Mais là, est-ce que pour décoder ça, là, on a besoin de comprendre? On n'a pas besoin de comprendre. Ça veut dire que le pouvoir est fini. Ça veut dire que le pouvoir est fini. Ça veut dire que Ouattara lui-même est là. Il sait que c'est mort. Dominique sait que c'est mort. Maintenant, ils sont en train de faire leur valise. Maintenant, comme ils savent qu'ils ont trop gâté, donc ils veulent sauver quelques rescapés qui sont affichés, comme les assauts de la groupe Patrick, comme quelques personnes qui sont très affichées sur la toile, en train d'insulter leurs opposants, pour les évacuer. C'est le schéma qui est là, il n'y a pas de schéma. Sinon, tout le gouvernement de Ouattara, ils viennent en France pour se soigner quand ils veulent, comme ils veulent. Depuis quand vous avez appris qu'ils ont signé convention avec une compagnie d'aviation? Depuis quand? C'est toute une première en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est jamais produit. Et puis regardez le moment dans lequel ça se produit. Regardez le moment, observez le moment. À 4 mois des élections. À 4 mois des élections. Et ils n'ont même pas encore donné le nom de leur candidat. Ou lui-même n'a même pas encore donné le nom de son candidat. À cause de ça, il a repoussé la convention du RADP en juin. La lecture politique est très facile. Donc les gars, ça veut dire que le combat que nous menons sur la toile, c'est un combat qui a payé et qui va payer et qui a déjà même payé. Nous sommes les plus forts en matière de communication. Nous arrivons à décoder. Nous arrivons à décoder toutes leurs manigances de communication. C'est nous qui arrivons à les décoder. Précisément, nous les souris. C'est pourquoi nous sommes les plus forts sur la toile. C'est pourquoi nous sommes les plus forts sur la toile. Comme on dit chez nous, à Bana, c'est fini. Donc, je profite de ce temps d'antenne pour lancer un appel à tous ces militants du RH2P qui encore vocifèrent, qui insultent les gens. RH quoi? RH quoi? Deux pieds. RH2P ou RH... RH2P. Ah, 2 pieds. Ok. Merci. À tous ces militants du RH2P qui passent tout le temps en train d'insulter les gens, en train de vociférer sur la toile. Il est temps de vous les saisir. Ce que Ouattara vient de faire, en empruntant le nom du gouvernement, je vous assure que ça vient de votre président. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Vous resterez nos frères, vous êtes nos frères. C'est une fuite en avant, les gars. Vous qui étiez, surtout les militants du RH2P, qui étaient très agressifs dans la communication, essayez de dédoser un peu, doser un peu. Vous pouvez toujours communiquer pour avoir vos pédièmes, mais dosez un peu. Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez d'insulter les dirigeants de l'opposition. Je vais vous raconter une histoire, parce que je sais qu'ils sont pleins sur ce panel. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je m'inspire toujours de l'histoire de Feu Mobutu Sese Seko Kukuwenu Wazabanga. Parce que c'est une histoire que j'ai étudiée, que je connais bien. Lorsque la rébellion de Joseph Kabila est arrivée au nord du Congo, au nord du Zaïre, a commencé par le Kivu, la rébellion a commencé à progresser. Et arrivé au bord de la capitale, au bord de Kinshasa, Mobutu a demandé à négocier avec Laurent Désiré Kabila, le chef rebelle d'alors. Et grâce à la diplomatie de feu Nelson Mandela, ils se sont retrouvés sur un yacht. Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour le dictateur: démission. Et Mobutu a demandé à Désiré Kabila qu'il lui permette de prendre les membres de sa famille et qu'on lui donne un itinéraire qu'il pourrait suivre pour aller jusqu'à l'aéroport pour prendre son vol pour aller au Maroc. Cette histoire, je vous la raconte pour que vous vous en serviez, vous les militants du RH2P.
Mobutu, quand il a reçu cet accord de la part de Laurent Désiré Kabila, il a juste pris les membres de sa famille, ses 2 épouses, les sœurs jumelles, ses enfants, ses neveux, ses nièces. Même le gardien qui était devant la résidence de Mobutu n'a pas su que Mobutu partait. Et son cortège est sorti. Ils ont été escortés et ils sont allés à l'aéroport. Ils ont pris le vol pour partir. Et dès qu'ils sont partis, c'est là que la rébellion de Laurent Désiré Kabila est rentrée à Kinshasa, dans la capitale. Mais les gardes qui ne savaient pas ont toujours pensé que Mobutu était encore là. Certains militaires dans les casernes ont toujours pensé que Mobutu était là. À leur grande surprise, ils ont vu que Mobutu était déjà parti. Et vous, en signant cet accord, Ouattara vous donne encore de l'espoir. C'est une manière de vous dire, moi je m'en vais. Ceux qui peuvent sortir dès maintenant, la sortez. Donc vous les militants du RDR, du RH de pied. C'est le moment de sortir. C'est le moment pour vous de sortir. Si vous avez de la famille là-bas, faites-leur des passeports. Prenez Corsair. Corsair là, c'est ce qu'on appelle ici en Europe Baka. C'est Baka d'Abidjan. C'est l'avion que tout le monde prend. Nous les Rienus là, c'est Corsair, nous on prend. C'est pas fait pour les riches. Corsair là, c'est pas fait pour les riches. C'est fait pour nous autres. Donc c'est pour dire que Ouattara a pensé à vous. Il a signé cet accord avec Corsair. C'est un code qu'il vous envoie. Donc dès maintenant là, vous pouvez prendre vos vols tranquillement avec vos familles et tenter de vous réfugier ici en Europe. Parce que c'est mort. Alassane Ouattara n'a pas besoin de Corsair. Kandia Kamsoko Kamara n'a pas besoin de Corsair. Ils ont des jets privés. Alassane lui-même, il a un hélico chez lui à la maison. En cas de cas, il monte avec Dominique 20 mois. Ils sont à Mougins, ici précisément à Nice. C'est pour vous qu'il a fait. C'est un message qu'il vous envoie. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, vous les militants du RDR, du RH de pied, c'est le moment pour vous de commencer à sortir. Commencez à sortir. Parce qu'Alassane Ouattara est bouclé partout. C'est fini pour lui, il le sait. Il en est conscient. C'est vous qui ne le savez pas. Mais en code, il est en train de vous envoyer des codes que vous devez décoder. Donc, j'aimerais infiniment remercier ici, sous le de Paris, le B52, qui n'a absolument rien lâché de cette lutte. Remercier le colonel Ibra. Remercier précisément Étoile Filante. Never Give. Remercier toutes ces personnes, précisément Ziekone, qui se sont battues et qui sont encore en train de se battre. Et aujourd'hui, les gars, soyez rassurés, nous avons gagné le combat. C'est une question de temps. Et le temps n'est pas loin par la grâce de Dieu. Dans 6 mois, Inch'Allah, Alassane Ouattara sera au passé. Emmanuela aussi, une très bonne, une brave femme, Emmanuela. Il faut pas gâter mon palabre, il n'y a pas de bêtises dans la vie. Il faut pas mettre ta bouche à moi et puis d'osso. J'aime pas ce que tu viens de faire tout de suite, il n'y a pas aimé. Il n'y a pas aimé, moi j'aime pas qu'on gâte mon palabre comme ça, j'aime pas ça, I don't like it. What is that? Non, Dosso continue. Tu sais la partie où Digwe Kravadi continue l'histoire, l'histoire. C'est dosé. Ouais. Emmanuela, tu n'es plus à présenter. Toi, Emmanuela, tu n'es plus à présenter. Continue. Soulé, pas devait écouter la tienne. Pas comme si tu n'es pas là. Quand ça commence, soulé, pas comme si tu n'es pas là. Ok, d'accord, vas-y. Emmanuela, toi, tu n'es plus à présenter. Tu es celle-là même qui touche les problèmes essentiels. Non, c'est ok. C'est normal que tu remercies. C'est moi, je suis soroïste. Tu as déjà remercié les soroïstes. Toi, Zéla, tu veux que demain, il y a quand même un panel pour dire que Emmanuela est soroïste. Ils ont déjà commencé à les bêter, ça t'a pas suffi. Toi, Zéla, tu as créé quoi encore? Dadiwa, continue. Donc, c'est pour dire, les gars, en réalité, nous avons remporté le combat. Nous avons gagné. Ici, là, j'ai pris Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et de Jacob, qui nous maintiennent en vie pour l'après Draman Ouattara.
Et je suis sûr de par sa grâce, de par sa bonté, de par toute la souffrance que nous avons encaissée, il nous permettra de voir l'après Alassane Ouattara sous peu. Donc les gars, ce message est très simple. Ça veut dire simplement, c'est fini pour Alassane Ouattara, c'est fini pour le RHDP. En 2025, le RHDP ne sera pas au pouvoir en Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vais devoir fermer mon micro ou descendre. C'était ma contribution. Je vous remercie. Merci, Daddy. Daddy, descend pas. Hein. Au vu de ton analyse, hein, très pertinent du moins ce que tu as fait. Donc, dans ce cas, on peut aussi déduire que l'aveu, hein, parce que moi j'appelle ça un aveu, hein, par rapport à l'analyse que tu as faite, l'aveu de Kandia Camara, c'est aussi nous faire comprendre que l'après Ouattara plonge la Côte d'Ivoire dans une dette abyssale. Daddy. Oui, mais bien évidemment, une dette même plus qu'abyssale. C'est-à-dire que s'il y avait un mot encore au-delà de ça, on allait lui dire. Et je donne mes raisons, je m'explique. Quand Macky Sall, l'ancien président sénégalais, quittait le pouvoir au Sénégal, le Sénégal avait une dette de 18 000 milliards. Je répète, quand El Hadji Macky Sall quittait le pouvoir au Sénégal, il endettait le Sénégal à hauteur de 18 000 milliards de nos francs CFA. Depuis son départ, le Sénégal est en récession économique à cause des créanciers. Étoile filante, je te dis aujourd'hui qu'au Sénégal, il y a des fonctionnaires qui font 2 mois sans être payés à cause de la dette de Macky Sall de 18 000 milliards. À l'heure où je te parle, au Sénégal. Au Sénégal, avec 18 000 milliards, il y a des Sénégalais, il y a des fonctionnaires sénégalais qui ont du mal à percevoir le salaire. Parce qu'il faut rembourser l'argent des créanciers, surtout de la Banque mondiale, pour ne pas dire du FMI. Mais étoile filante, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, la dette ivoirienne sous Alassane Ouattara, aujourd'hui, est à hauteur de 50 000 milliards. Est-ce que tu le sais? Oui, je le sais. Mais ça, c'est ce qui est officiel, hein, et ce qui est officieux. 50 000 milliards, aujourd'hui, la dette ivoirienne sous Alassane Ouattara, en 15 ans de mandat. Bon, si aujourd'hui, le Sénégal qui a fait 18 000 milliards. Daddy, ce que tu dis là, les 50 000 milliards là, c'est ce qui est officiel. C'est ce qu'on sait. Mais est-ce qu'on ne sait pas, Daddy? Je t'explique. Officiellement, nous avons une dette de 39 000 milliards, officiellement. C'est-à-dire que quand il a pris le nom de la Côte d'Ivoire, puis il allait mettre sur le marché international là, pour prendre crédit au nom de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est 39 000 milliards. Ça, c'est la dette extérieure. Maintenant, la dette intérieure, aujourd'hui, à 11 000 milliards. Quand on parle de dette intérieure, on parle des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire. On parle des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a 11 000 milliards. Parce qu'ils ne payent pas le crédit des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on fait un total, on rentre à 50 000 milliards de francs CFA pendant 15 ans de mandat. 15 ans de mandature. Donc, imagine, s'il y a 18 000 milliards au Sénégal, le Sénégal est en récession économique, ce n'est pas à 40 000 milliards en Côte d'Ivoire qu'on ne sera pas en récession économique. Non, ça veut dire que les années à venir pour la Côte d'Ivoire seront très rudes. Qu'on le veuille ou pas, nous tous, on doit attacher nos ceintures. Qu'on le veuille ou pas. Parce que cet argent-là, on va payer. À moins qu'on quitte le franc CFA et qu'on rentre dans l'AES. C'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est-à-dire qu'on dit on n'est plus dedans. Et puis nous, là, on rentre dans l'AES, on collabore avec Poutine, on collabore avec le président nord-coréen Kim Jong-un. Et puis maintenant, on s'allie maintenant au franc de l'AES. Comme ça, on n'a pas à être vis-à-vis de quelqu'un. Pendant ce temps, ils vont pousser Ouattara et puis Dominique ici. Ils vont saisir leur compte et puis ils vont prendre leur argent. C'est la seule chose qui peut nous sauver.
Sinon, si c'est pas ça, si on reste encore dans le franc CFA, on est obligé de payer. On est obligé de payer. Et ça serait une catastrophe. Ça serait un déluge. C'est l'hécatombe. L'hécatombe. Bon, pour comprendre ça, on n'a pas besoin de faire des écoles d'économie. On n'a pas besoin d'aller à Harvard. Ça est là. J'ai donné des exemples. L'exemple du Sénégal. Ça est là, c'est parlant. C'est empirique. On peut toucher du doigt. On peut toucher du doigt. Mais Dadji, est-ce que ça n'a pas été fait exprès de sorte à ce que le prochain président de la Côte d'Ivoire, après Ouattara, puisse être en mal de conduire l'État ivoirien et que la Ouattari puisse venir dire que quand il y avait Ouattara, voilà, c'est vrai qu'il y avait une dette, nanani, mais au moins on a pu construire des ponts. Et ceux qui sont venus après lui, bah, ils sont toujours en train de mettre la faute sur Ouattara. Est-ce que c'est pas fait sciemment? Bon, moi j'ai fait le live, j'ai toujours expliqué ça. Le président qui viendra après Ouattara, s'il a pu payer les fonctionnaires ivoiriens, c'est qu'il a trop fait. Si on reste dans le franc CFA, s'il a pu payer les fonctionnaires ivoiriens, c'est qu'il a trop fait. Parce que là où Ouattara nous a mis là, il nous a mis dans un trou immense. Il a plongé la Côte d'Ivoire dans un gouffre immense, un gouffre, un trou même qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire quand tu quittes à l'arbre là, puis tu tombes par terre, là, on va dire que tu es tombé par terre. Mais là où Ouattara nous a placé, c'est comme la Côte d'Ivoire qui était à l'arbre. On n'est pas tombé par terre, mais on est tombé dans un puits. Monsieur Grandouzo. Oui, vas-y. Je pense que ça a été fait exprès, hein, parce que il prépare aussi la prochaine revendication. C'est-à-dire que si Ouattara n'est plus au pouvoir, même au niveau sécuritaire, vous verrez que après Ouattara, il aura des attaques en Côte d'Ivoire. Il aura des attaques parce que ils vont vouloir venir rebondir sur ça, vouloir revendiquer le fait que c'est lui seul qui est capable de sécuriser la Côte d'Ivoire. Non, il ne pourra même pas. Parce que quand c'est fini, c'est fini. Surtout lui, par exemple, quand c'est terminé, c'est terminé. Il n'a même plus la force même de faire ça. Au moins, il faisait rébellion, là, il avait un peu de force. Là, il n'a plus de force. Il ne peut plus faire de rébellion. Et puis, c'est des choses, ça coûte cher. Bon, tout son argent qu'il a pris là, il ne va pas amasser ça encore pour venir faire des choses. Non, là, non. Ne partage pas sur ta vie. Et que là, dès qu'il s'en va, là, c'est fini, c'est fini. C'est nous qui allons prendre les pots cassés. Donc, pour chuter rapidement, laisser la parole aux autres, j'en appelle encore à la conscience des militants du RH de pied, qui n'ont encore pas compris, qui n'ont encore rien compris. Le fait de signer cette convention avec la compagnie Corsair, Ouattara est en train de vous dire, vous qui avez vos passeports, commencez à faire sortir vos familles. C'est le message qu'il vous envoie. C'est le message qu'il vous envoie. C'est un message qui est codé. Donc déjà, vous qui avez vos familles là, Ouattara est en train de vous dire que non seulement lui ne sera pas candidat, mais son parti ne sera plus au pouvoir en 2025. C'est le message que M. Ouattara vous envoie. Donc dès maintenant là, si vous avez vos familles, vous avez vos passeports, cherchez à les faire sortir dès maintenant. Au pire, vous qui communiquez sur la toile, dosez vos communications face à l'opposition. Parce que le prochain président de la Côte d'Ivoire viendra de l'opposition, de cette opposition que vous voyez là. Elle viendra de cette opposition. Et moi, mon souhait est que le président Guillaume Kibafori Soro, qui est mon président du parti politique, soit le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Mais en même temps, je ne balaye pas le président Koudou Laurent Gbagbo. Celui-là même actuellement, qui bouillonne en Côte d'Ivoire, qui fait bouger ce régime. Sans oublier le président Tidjam Thiam, qui depuis un certain moment fait un travail colossal à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en matière, sur le plan diplomatique. Ça veut dire que Ouattara, il est verrouillé, il est fermé. Pour tout bon analyste politique, doit savoir que c'est terminé pour ce régime. Donc j'ai prie Dieu qu'il nous donne la longévité, la santé, pour que nous assistons non seulement au départ de ce régime, et que nous assistons à la reconstruction de la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Je vous remercie. Étoile, j'ai une motion face à la question que tu avais posée à, à Dosso. Concernant si après ce régime-là, si après M. Ouattara, le prochain président pourra nous faire sortir de la dette. Quand tu prends la gestion de son excellence, M. Bédier, quand il venait au pouvoir, il a trouvé une dette. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens qui ont précédé M. Draman ont trouvé des dettes.
Mais ils ont fait l'effort d'éponger ces dettes-là. Quand lui, il ira, en nous laissant toute cette dette dont on vient de parler, près de 50 000 milliards, je pense que là, non seulement les audits seront faits, on va se saisir, comme Dosso l'a dit tantôt, de leurs comptes, machin, tout, mais la ressource des Ivoiriens pourra permettre aussi au prochain président, c'est-à-dire que si nous avons, comme on appelle, la même mise sur nos ressources et consorts, ça pourra permettre au prochain président de la République de non seulement éponger les dettes, mais nous faire sortir de ce système-là. Parce que c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a parlé de système. Parce que tant que tu es du système, tu obéis au système. Le système te fait prendre des dettes, vivre de crédit. C'est-à-dire que tu es dans un cercle infernal où tu t'en sors pas. C'est ça. C'est une spirale, au fait. Donc, c'est pourquoi quand le président Laurent Gbagbo parle du système, c'est quoi? Tant que tu es du système France-Afrique, eux, ils vont toujours te subventionner. Ils vont toujours te donner les dettes parce que tu vivras, tu dépendras que des dettes. Et celui qui est maintenu par les dettes obéit à celui qui lui donne les dettes. Par exemple, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue Wubiland. Pourquoi? Parce que quand tu pars prendre des prêts à la FMI, ils ont des critères, ils ont des principes. Donc, tu dois être un pays open, mindset open. Ça veut dire que tu dois être un pays ouvert, accepter tout. Et c'est que la FMI te propose. Donc, quand tu es un avis d'agent comme M. Dramond et que tu es du système, tu obéis au système pour que ton pays soit sous emprise de domination de l'impérialisme. Ça, c'est le système de l'impérialisme qui est là. C'est-à-dire quand on disait que M. Alassane Dramane Ouattara fait partie du système, il est venu c'est-à-dire que quoi, de la France, c'est un pion france-africain, ça éclaire la lanterne de tout le monde. Parce que tant que la Côte d'Ivoire va croupir sous les dettes, nous allons toujours obéir au bon vouloir du système néocolonial. Tu comprends? Donc ça veut dire que quoi? Nos ressources, on ne sera plus maître de nos ressources. Ils vont dire ce qu'ils veulent de nos ressources. C'est-à-dire que quoi? On aura peu, mais on donnera beaucoup. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Alors que celui qui vient, qui sera le prochain président, si et seulement ce président n'est pas du système et que c'est un président, par exemple, comme les capitaines Ibrahim Traoré ou bien les chefs d'État de l'AES, c'est pas parce qu'ils sont pas venus trouver des dettes chez eux. Ils ont trouvé des dettes chez eux. Mais pourquoi aujourd'hui ils arrivent à s'en sortir à, comment on appelle ça? Même si tu vas regarder les anciennes vidéos du capitaine Thomas Sankara, il parlait aussi de la dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la dette te dépasse là, quand tu es un révolutionnaire, tu peux dire que bon, je ne vais pas payer la dette, je décide que cette dette-là dépasse, mais comment on appelle ça, mes compétences de mon pays, je suggère qu'on éponge mes dettes. Donc, il y a les circuits, il y a les financiers savent les rouages auxquels il faut passer le système pour éponger les dettes. Maintenant, quand nous serons nous-mêmes maîtres de nos ressources, avec nos ressources, on espère que le président qui viendra, qui n'est pas du système, arrivera un temps soit peu à éponger les dettes et à nous faire sortir la tête de l'eau pour ne pas montrer que des ponts de 2 petits hôpitaux rénovés, mais il pourra, comment on appelle ça, amener les Ivoiriens à un vrai développement, un développement vrai. Celui de construire des usines, des sociétés, des logements sociaux pour les Ivoiriens que nous sommes. Parce que ceux-là, les dettes qu'ils ont pris ces dettes-là obéissant à des ordres impérialistes. Parce que ces ordres-là ne permettent pas à ce que ces dettes qu'ils aient contractées soient profitables à la population. Parce que si ces dettes sont profitables à la population, le peuple ne va pas commettre l'exode. Le peuple ne sortira pas du pays pour mourir dans la Méditerranée. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne va pas se vider de ses ressources, de ses bras vaillantes. Mais quand on construit des usines, la jeunesse restera en Côte d'Ivoire et va contribuer à l'épanouissement du pays. Mais quand on prend les dettes et qu'on n'investit pas pour le peuple, pour la population, mais qu'on investit en soi, pour son clan, et que le gouvernement vit vraiment à un rythme élevé, ça permet pas à la population de rester dans le pays. Parce qu'il y a le système du grand remplacement qui est mis en place pour vouloir faire sortir les Ivoiriens que nous sommes de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que aussi nous voyons les gens du terrain, une histoire de ACD, une seule personne a combien de titres d'ACD. Tout ça fait partie du système france-africain. Tout ça fait partie du système du grand remplacement. Tout ça fait partie du système de plonger la Côte d'Ivoire dans un retard sans précédent. Et comment est-ce que cela puisse marcher? Ça marchera lorsqu'ils auront des personnes du système étant au pouvoir. C'est pour ça quand on parle de panafricanisme, ça n'arrange pas le système france-africain. Parce que tout ça, c'est lié, c'est une chaîne. Aujourd'hui, quand vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré venir dire que quoi, quand je venais au pouvoir, il n'y avait pas 1 gramme de réserve d'or dans mon pays. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu des présidents excellents à la tête du Burkina, mais ils étaient du système. Le système ne veut pas que les pays africains soient riches, soient indépendants.
Mais il va falloir ne rien avoir en réserve comme épargne et pouvoir toujours demander, être subventionné, être payé. Voilà, on te donne des dettes pour t'endetter, pour te maintenir dans la pauvreté parce que tu finiras jamais de rembourser cette dette-là quand tu fais partie du système. Alors que si tu es une personne n'étant pas du système, une personne révolutionnaire qui veut la souveraineté vraie de son pays comme le veut aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui tu peux avoir des réserves d'or qui te feront toi-même sortir ta tête du noir dans lequel on t'a mis et faire sortir ton pays à la lumière pour faire ce pays-là devenir un état émergent. Voici le vrai point. Quand tu n'es pas du système, tu arrives à éponger les dettes. Mais quand tu es du système, tu es fait pour emprunter, tu es fait pour grossir la dette, tu es fait pour entretenir la dette, tu es fait pour maintenir la dette quand tu es du système. Mais quand tu n'es pas du système comme le président Laurent Gbagbo, tu peux dire non, ce contrat-là, il ne sied pas à ma population. Donc je veux des contrats égal à égal. En ce moment-là, tu pourras alors éponger des dettes. C'est en cela que le président Laurent Gbagbo, qui était un chef d'État, c'est-à-dire il a hérité, il a pris un pays qui était coupé en deux. C'est-à-dire que quand j'ai dit pris un pays coupé en deux, il a été élu en 2000. Après seulement quelques mois, la rébellion vient s'imposer à lui. Mais comment il fait pour éponger les dettes? Il s'est servi, comme on appelle, des ressources, des entrées, tout ce qui était fiscal, tout ce qui était du côté sud de la Côte d'Ivoire. Mais il a appris à rouler sur fonds propres pour pouvoir payer les dettes. Quand tu es un nationaliste, quand tu es quelqu'un qui n'est pas du système, tu rêves à sortir ton pays de la dette. Tu veux être indépendant. Tu veux être libre parce que la dette te maintient en servitude. Alors que quand tu n'es pas du système, tu veux être libre. C'est pour cela et c'est en cela que le président Laurent Gbagbo a pu payer les dettes. Parce qu'il n'est pas du système. Il veut la liberté des Ivoiriens, la souveraineté. Donc pour dire que quoi, celui qui va venir après M. Alassane Dramane Ouattara, si et seulement s'il n'est pas du système, il pourra payer les dettes, il pourra même mieux avoir des réserves d'or en Côte d'Ivoire comme le font le Burkina, le Niger et le Mali, et mieux nous permettre même d'avoir notre propre monnaie. Si et seulement s'il n'est pas du système. S'il n'est pas du système, ça c'est un petit problème, je ne chute pas là. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que c'est très important. Mais faut dire aussi qu'au-delà du système, au-delà du système, depuis la colonisation, hein, on a créé des consommateurs en Afrique. On n'a pas créé des personnes qui créent la consommation, mais on a plutôt créé des consommateurs en Afrique. Et moi, je pense que au vu de tout ce qu'on entend sur les panels et toutes ces expertises que vous apportez, que nous apportons tous notre pied à l'édifice, ça changera. Je suis d'accord et je suis certaine que ça va changer. Et je pense, hein, je souhaiterais, bon, c'est un petit conseil aussi que je donne, que les États africains puissent se servir des exemples qui ont été déjà faits sur le continent. En l'occurrence, l'Angola, le Botswana, qui ont eu à avoir des économies qui se sont adossées sur même leurs propres ressources. Ça a pu se faire en Afrique, sur ce même continent où on voit tout ce qui est mauvais et tout ce qui est mal. Il y a eu des exemples qui ont été palpables et qui montrent leurs preuves aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu regardes le système botswanais, il n'a rien à envier à un pays occidental. Donc, on peut se servir aussi des exemples africains et s'adosser sur nous-mêmes pour pouvoir, comment on appelle ça, faire émerger nos États. C'est très important. On va écouter le colonel Ibrahim. Ibra colonel, on va t'écouter. Et après, c'est à l'invisible. Est-ce que Ibra est là? Ibra, t'es là? Donc, Ibra n'est pas là. L'invisible, on peut t'écouter? Allô? Allô? Oui, Ibra, on t'écoute. Hein. Ouais, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir, la étoile, le Korok Bing Bing. Et voilà, donc tout le monde a vu, hein. Nous, on est opposants. On est opposants, on est opposé au parti sous le palendré là. Non, il est à côté, vas-y. Voilà. Au téléphone, non. Voilà, nous on est opposés au parti au pouvoir. Maintenant, comme ceux-là sont venus pour se servir, ils ne sont pas venus
pour servir le peuple. Ce sont eux qui disent dans les panels. Ouattara a construit les hôpitaux, Ouattara a fait ceci. Pendant ce temps, à Odjéné, soi-disant dans le village de sa maman, les nouveaux-nés là, on va les mettre dans déchets des caca de bœuf. Sous il y a des gens qui veulent monter. Est-ce qu'il n'y a pas de Moi, je dois personnes qui veulent descendre. descendre pour faire la Tu place laisses aux la gens? place aux autres. Moi, je dois descendre. Emmanuela, tu restes. Moi, je dois descendre. J'ai un peu mal à la tête. Je vais descendre. Voilà. Donc, Emmanuel, je disais, on met... Merci beaucoup, Daddy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tapoter, partager. Voilà. Non, voilà. Vous d'abord, vous tenez le débat très haut. C'est très bien. On veut des contributions. Si vous voyez que vous voulez faire monter les gens, vous les faites monter. Sans problème. Voilà. Dès l'instant le débat est soutenu, est bien tenu, on peut avancer. On y va. Voilà, donc, on prend les bébés à Odjéné. On prend les nouveaux-nés là. On va les mettre dans déchets caca de bœuf là. Je ne sais pas c'est quelle maladie. Puisqu'il n'y a pas d'hôpital. Maintenant, ils disent que Hams, le petit Michelin là, il a dit un jour, oui, on parle de quelle Côte d'Ivoire. Et on est dans deux mondes. Et dans les mondes là, nous, dans notre monde réel, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu ne peux pas marcher 5 km sans avoir un centre de santé. Pendant que eux, ils prennent les avions, ils parcourent au moins 6 000 km pour venir se soigner. Mais ce qui est grave là, c'est qu'on attend là. Est-ce que s'ils peuvent défendre ça? C'est-à-dire, voici des gens qui ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas manger, ils ne payent rien. Ils viennent jusqu'à Paris, ils viennent signer un contrat avec l'hôpital militaire de Paris. Puisque Ouattara, comme ils savent que chaque 2 semaines, Ouattara vient se soigner ici, là. Ici, à Neuilly, là. C'est là-bas la deuxième maison. Donc, le citoyen lambda, nos mamans qui vendent les arachides, bananes braisées, les oranges, et puis elles payent impôts, là, les tickets de la mairie, etc. On regroupe ça et puis on paye Draman. Je vous informe que nous sommes pratiquement à 1300 personnes. C'est-à-dire qu'on a 818 personnes, mais tu me signales ici 1300 parce qu'il y a les cachets regardés, mais ils sont comptabilisés. Tout à l'heure, on était à 1600, donc avec les cachets regardés, donc c'est comptabilisé. Il y a un vieux caché regardé qui est en bas. Donc tapoter et partager les gars. Voilà, nous avons une audience, nous sommes pratiquement à près de 16 000 personnes connectées qui ont vu depuis pratiquement quelques minutes. Nous sommes en croissance au niveau de la visibilité. Merci beaucoup à vous. Merci. Continuons. Okay, merci beaucoup, Sule. Donc, il y a un vieillard, il sait qu'il y a un vieillard qui est en cachet regardé, qui ne dort pas, qui m'attend là, qui m'écoute. Donc, voilà, bonsoir à tous, tapotez en bas. Même si vous êtes en cachet regardé, vous pouvez tapoter. Hein. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas trop avares. C'est les doigts là seulement. Même s'il n'y a pas les dents dans votre bouche là, et vous avez les doigts, vous pouvez tapoter. Maintenant, je disais, voilà, ils viennent signer avec l'hôpital militaire de Paris. C'est-à-dire quand eux tombent malades là, ils vont venir se soigner ici. Mais pendant que nos mamans là, qui souffrent là, et puis l'argent là, on prend pour les payer là. Eux là, quand ils en couchent là, on prend les bébés là, on va les mettre dans déchets, caca de bœuf. Vous voyez comme c'est des foutages de gueule. C'est pour cela que je vais dire ici merci au président Guillaume Kibafouri Soro. Maître Gédéon, on m'a même dit en privé votre invitation. Mais on n'a pas votre invitation. Les modérateurs n'ont pas votre invitation. Maître Gédéon, envoyez votre invitation, vous allez monter. Parce que vous avez écrit dans le comité en Côte d'Ivoire. Donc, envoyez votre invitation, Maître Gédéon, s'il vous plaît. Voilà, donc, j'ai beaucoup aimé le programme du gouvernement, le programme de société du président Guillaume Soro. Ibra, faut pas oublier l'histoire de ton frère là. Faut leur dire ça. Le programme de société du président Guillaume Soro, vous voyez, il a dit dedans, lui, GPS au pouvoir, avec lui Guillaume Soro, il va tout faire que les autorités là, les ministres, etc., tout le monde va se soigner en Côte d'Ivoire. Pendant que le RDA là, si tu veux, je joue. Hein. Voilà, le RHDP, oui, c'est très important. Hein. Pendant que le RHDP, eux là,
Ils viennent se soigner ici. Et c'est pour cela, moi, affaire de santé, là, je ne joue pas avec. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, par rapport à mon frère, mon petit frère de lait est décédé dans ces conditions bizarres. Père à son âme. Je ne veux pas avoir mal au cœur, je vais passer là-dessus parce que à chaque fois quand l'image encore vient dans ma tête, ça dit Ouattara, il m'énerve encore avec tous les RHDP. Et je prie Dieu, ce qui est arrivé à mon petit frère là, que ça arrive à tous les militants de RHDPD, sans exception. C'est-à-dire, quand ton parent va tomber malade là, arriver à l'hôpital là, on dit il n'y a pas de place, et puis on le fait coucher par terre pendant des heures, pendant qu'il va rentrer et puis fumer. Que Dieu fasse que ça arrive à tous les militants de RHDP, les RDR, même les nouveaux RDR, vous tous là-bas. Donc, Dieu, si les gens me permettent, tu peux faire jouer la partie du président Guillaume Soro, c'est important, où il a dit que lui ne va pas laisser quelqu'un, les autorités là venir se soigner. Voilà aujourd'hui là, ouais, je suis prêt. Kanja qui vient de lui donner raison. Donc top, c'est parti. Merci. Donc, Mesdames et messieurs, après ce voyage dans l'histoire, faisons à présent le diagnostic actuel de notre propre système de santé. Un regard sur la réalité du terrain nous laisse un goût amer. Des lacunes persistantes et plusieurs dysfonctionnements majeurs compromettent l'accès aux soins et à la qualité du système de santé. Cette situation se caractérise par 1. Un système de santé inégalement réparti et sous-équipé. Le système de santé ivoirien souffre d'une criarde inégale répartition des infrastructures et du personnel médical. 40% des médecins sont concentrés à Abidjan, mégapole ne représentant toutefois que 24% de la population, tandis que certaines régions, comme le Sud Bandama, le Nzikomwe, le Moyen Cavalier et celles du nord du pays, manquent cruellement de professionnels de santé. Je joue le deuxième. Peut-on un seul instant imaginer le président des États-Unis aller se faire soigner en Europe, le président chinois ou russe en évacuation sanitaire ailleurs que chez eux? La réponse est évidente, c'est non. Dans les grandes nations, les dirigeants honorent l'institution sanitaire et les médecins de leur pays en se soignant à domicile. Car agir autrement, c'est revendiquer son propre échec. Pire, c'est mépriser, offenser son peuple qui se contenterait des mouroirs locaux. Désormais, il faut que cela soit autrement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Voilà. Merci, Bra. Vraiment, merci beaucoup, Zé. Zé, pardon, après, il faut m'envoyer la partie là, et puis partie de Kanja après, quoi. Je vais faire un montage avec ça demain. Et puis, voilà. Voilà, pour chuter rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, vu qu'il y a beaucoup de demandes. Nous sommes en politique, hein. Voilà. Et nous, notre politique est basée sur le social, le GPS. Bon, déjà, le président Guillaume Soro, c'est social. Le président Gbagbo aussi, c'est la même chose. Bon, les gens, voilà, les brigands qui sont au pouvoir, qui s'en foutent du peuple, voilà, qui brigandent des gens, des voyous, hein. Voilà, donc, Vieux Dabou Betani, moi, Vieux Dabou Betani, salut à toi depuis ta position, et j'ai vu que, voilà. Ibra, oui. Ibra, tu me permets, s'il te plaît, de répondre à un commentaire, s'il te plaît? Ok, vas-y. Ok, dans le commentaire, la personne disait une fois au pouvoir, tu sais, mon frère, faut pas prendre un cas pour en faire une généralité. Moi, mon leader qui est le président Guillaume Kibafouri Soro a été celui-là même qui n'a pas regardé les privilèges, hein. Parce que les gens sont montés sur le panel ici pour parler de petits privilèges. Il n'a pas regardé les privilèges, il a rendu le tablier. Voilà, il s'est battu. D'aucuns peuvent penser ou d'aucuns peuvent dire, mais la vérité est telle, le monsieur s'est battu, il est allé partout, parce qu'il a voulu que les Ivoiriens puissent se regarder les yeux dans les yeux pour se parler. Le monsieur là, il s'est battu. Donc c'est en lui que nous là, nous avons mis notre conviction. Et je suis sûr
que le président Guillaume Kibafouri Soro, là, à la tête de la Côte d'Ivoire, ne va pas se dédier. Parce que c'est pas une personne qui se dédie même de nature. Il a dit, on s'est battu là, c'était pas pour ça. Il est sorti de là. Donc c'est pas où il est en train de se battre pour promettre des choses aux Ivoiriens qu'il va venir et puis faire il va pas faire ce dont les Ivoiriens l'ont mis à la tête. C'est pas vrai. Et moi je t'invite à aller écouter. Ibra, tu me permets, je vous invite, que vous soyez militant ou pas militant, de prendre ne serait-ce qu'un petit bout de temps, un petit bout de votre temps. Parce que c'est pour ça que Senghor disait que la raison est Hélène, l'émotion est nègre. Parce que nous, on ne prend pas la peine de nous documenter. Nous ne prenons pas la peine d'aller en profondeur. C'est-à-dire que quand les personnes montent sur les panels et qu'ils parlent, on ne prend pas la peine d'aller faire des recherches sur ce qu'ils ont dit pour voir si ce qu'ils sont en train de dire est avéré ou pas. Moi, je pense que à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour, à un tournant. Et chaque Ivoirien devrait ne serait-ce que s'acquérir du programme de société, même des opposants. Parce que c'est ce qui va permettre de déterminer à qui on veut confier le destin de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Étoile. Oui. Je vais te dire quelque chose à la suite de ce que tu dis. Voyez-vous. On ne pas chuter. Vas-y. Voyez-vous, quand on parle des Ivoiriens, il y a plusieurs qualités. Et ici, voilà quand il y a un camarade qui dit qu'il va prendre l'argent du contribuable au profit de sa famille, là, il n'a pas dit pouf. Quelqu'un qui dit, quand lui, il vient là, il n'a pas besoin d'aller se faire soigner en Europe. Il va chercher à mettre des conditions pour que nous tous on puisse se soigner dans les mêmes hôpitaux. Quand il dit pouf là, est-ce que c'est un être humain qui a dit pouf? Il n'y avait pas intérêt de le répondre. Il faut juste le supprimer et puis on avance. Je l'ai supprimé, il fallait pas parler de lui parce que c'est de faire de la publicité. Il fallait pas parler de lui. Voilà. Vraiment, nous on sait dans quoi on est. Et GPS là, ils vont pas présenter GPS comme si c'était un fado. Le GPS ne serait pas présenté comme un fado. On ne le ferait pour personne. Il faut que les gens le retiennent. On ne le ferait pour personne. Nous, on a un leader, un Ivoirien, un être humain. On ne le ferait pour personne en le présentant comme un fado. C'est notre chouchou. On va continuer à le dorloter. Voilà. Et de la manière vous aimez votre leader là, c'est comme ça nous aussi on aime pour nous là aussi. Et celui qui vient ici raconter des balivernes, il serait supprimé. Ça veut dire qu'il doit aller ailleurs, c'est pas ici. Tout simplement, merci. Merci G, voilà. Pour chuter rapidement, je vais ici en même temps faire passer. J'ai vu, on m'a envoyé un truc aujourd'hui d'un vieillard qui n'a pas de dents dans sa bouche. Voilà, qui dit ceci, que moi j'ai dit que le GPS peut pas lui donner un poste de responsabilité, que mais lui-même, le parti même quand on dit que ça n'hésite pas, pourquoi lui va se battre pour avoir une place. Bon, nous, notre parti existe, et tu parles au nom de ce parti-là. Voilà, faut être un lâche, et puis pour agir comme ça. Voilà, espèce de RDR. Demain matin, bon, comme le président va parler demain, le GPS, il y a une annonce importante pour le GPS, notre GPS. C'est pas GPS Eda Boubeteni, notre GPS, notre bébé hollandais, comme Ziel a dit. Oui, demain là, il y aura une annonce pour le GPS dans le cadre des élections de 2025 là. Voilà. Donc GPS travaille et GPS se prépare pour finir avec tout ça là. Donc Yako à toi, vieux Dabou Beteni, faut avoir le courage comme Marc Ouattara et tes autres camarades. Je me mute. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibra. On va passer à Ibrahim. Tu es là? Permets que Maître parle comme il était dans les commentaires. Toi, tu es de la maison, donc si tu peux faire l'exception. On va écouter Maître, si c'est possible. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, vieux. Vas-y, bonjour, bonsoir, monsieur Maître, on peut vous écouter. Famille, tapotez le live, hein. C'est important, ça sécurise le live. Vous voyez qu'on n'a pas d'interférence, c'est pas, ça bug pas, c'est parce que vous tapotez. Merci de tapoter et de continuer à tapoter. Monsieur Maître, on peut vous écouter? Monsieur Maître, vous avez demandé à monter et vous n'allez pas retarder le panel quand même. Ibrahim, vas-y. Il est là. C'est moi qui ai fermé son micro. Je parle. Bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur. Alors, merci beaucoup.
Bonsoir Soulé, bonsoir Étoile Filante, bonsoir Ibra, bonsoir à tous les, Les gars, partagez. panélistes. Je suis en direct sur Facebook. Alors, Donc, je partagez. suis, Je suis en train de faire deux combats, même si je suis sur en Côte Facebook. d'Ivoire. Donc, continuez de partager. Je suis en direct sur Facebook. Ok, merci Soulé. Alors, je suis en Côte d'Ivoire et il y a un intervenant qui m'a poussé à vouloir intervenir sur votre panel. Il y a un monsieur qui s'est fait passer pour, qui s'est fait passer pour un intellectuel, qui a voulu défendre ce sujet-là que nous débattons tous, mais c'est un sujet qui m'écoeure. C'est un sujet qui m'écoeure. Vous me suivez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y, monsieur, on vous entend. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est un sujet qui m'écoeure parce que quand il défend l'indéfendable, je voulais simplement lui poser la question de savoir est-ce qu'il était acceptable qu'en France, des autorités signent de tels contrats? Est-ce qu'il était acceptable qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'aux pays dits développés, que de tels contrats soient acceptés? Alors, je vais vous conter une petite histoire qui me concerne. En décembre passé, j'ai ma belle-mère qui se plaignait d'un problème de maux d'yeux. Et donc, son fils a demandé à ce qu'elle parte à Boaké. Moi, je viens de Dabakala, mais je ne suis pas à Dabakala. Actuellement, où je vous parle, je suis à Gagnoa. Je donne ma position parce que, en fait, trop est devenu trop. Et nous sommes tous fatigués. Alors, et donc, la dame, ma belle-mère qui va à Boaké pour une consultation, et on lui dit qu'elle avait un problème de cataractes et qu'elle devait être opérée. Et son fils, qui est à Abidjan, qui décide de faire l'opération. Or, pourtant, la belle-mère devrait venir fêter les fêtes de fin d'année ici, à Gagnoa, avec moi, parce que elle a eu 3 enfants, et je faisais une fille unique, c'est-à-dire que 2 garçons et une fille. Et donc, cette fille-là qui est ma femme. Et l'opération était pour le 28 décembre. Et donc, ils ont fait l'opération le 28 décembre. Selon eux, l'opération s'est bien passée. Et après l'opération, la dame ne s'est plus jamais retrouvée. Après l'opération, la dame a dit que lorsqu'elle se levait pour s'arrêter, sa respiration montait. Et donc, c'est dans cette mouvance-là que le 10 février, la dame décède, ma belle-mère. Je dis bien que juste après l'opération, elle ne s'est plus jamais retrouvée. Elle se plaignait de sa respiration. Et quand on subit de telles choses, quand on vit de telles choses dans un pays, c'est vraiment dommage. C'est vraiment choquant de voir des dirigeants où on a l'impression qu'ils ne se soucient même pas de nous. Nous qui sommes ici, au pays. Vous voyez que c'est bien chose à noter sur ma page Maître Gédéon, je suis spiritualiste. Je ne sais pas, ça fait plus de 10 à 15 ans que je n'ai pas mis mes pieds à l'hôpital. Je préfère me soigner avec les plantes. Je suis Djimini. Pour tous ceux qui connaissent bien le peuple Djimini, savent très bien que c'est un peuple qui est très attaché aux plantes, à la médecine africaine. Et donc, ça fait plus de 10 à 15 ans que je n'ai pas mis de pieds à l'hôpital. Mais pour les accouchements de ma femme, ça a toujours été des problèmes. Même pour ma dernière fille, j'ai tout payé. Et après l'accouchement, on me demande droit d'accouchement. Droit d'accouchement à l'hôpital général de Gagnoa. Enregistrez bien ce que j'ai dit. Droit d'accouchement. Mais comment est-ce qu'on peut vivre de telles situations? Comment est-ce qu'on peut se retrouver excusez-moi, monsieur, c'est très intéressant ce que vous dites. On va faire une petite rébellote, revenir un peu, ne serait-ce qu'en arrière par rapport à ce que vous venez de dire. Quand vous parlez de droit d'accouchement, vous pouvez nous en dire plus sur ce droit-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué par rapport à ce droit-là? Est-ce qu'ils vous ont donné une explication plus concrète? J'ai demandé une explication et la sage-femme n'a pas pu m'affronter. Elle a préféré échanger avec ma femme
et elle me fuyait. Elle me fuyait dans la salle, elle m'évitait. Et donc, lorsque je rentrais dans la salle, elle se retrouvait dans une autre salle. Donc, elle ne m'a pas du tout affronté. Elle ne m'a pas du tout affronté. Et ma femme m'a dit que pour toutes les femmes qui sont passées là-bas, c'est comme ça que ça se passait. Et on leur disait que le droit d'accouchement était à 25 000. C'est bien dommage, hein. Droit d'accouchement. Après avoir tout payé. Après avoir tout payé. Et quand vous avez un parent malade, que vous vous retrouvez à l'hôpital, je vous assure que c'est un calvaire. C'est tout un calvaire. Et donc, nous sommes fatigués de cette situation-là. Et donc, lorsque le président Gbagbo dit trop est devenu trop, effectivement, c'est vrai que vous êtes un peu loin. Vous vivez la situation avec nous, oui, c'est vrai, mais à distance. Mais nous qui sommes sur place, je vous assure que on vit au jour le jour. C'est difficile. C'est difficile. Et donc, c'est par là que je vais chuter. Et je voulais dire merci à Ibra d'avoir fait jouer la vidéo du président Guillaume Soro, qui a dit que on n'avait plus de personnel de qualité en Côte d'Ivoire. Oui, je le confirme parce que j'ai bien perdu ma belle-mère. C'est par là que je vais chuter. Merci. Bonne émission à tous et à toutes. Et voilà, je vais descendre et je vous suis. Ok, merci beaucoup, monsieur. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais comprendre un peu plus dans ce que vous venez de dire, c'est le côté droit d'accouchement. Vous l'avez payé, vous l'avez payé où? À qui? C'est-à-dire, vous l'avez payé? Non, pas du tout, je n'ai pas payé. Ah, d'accord. J'ai refusé de payer parce qu'à l'hôpital, il est mentionné que pour tout paiement, exiger un reçu. Hein, il est même écrit sur le mur là-bas, un peu partout, l'hôpital général de Gagnoa. Et donc, j'ai refusé de payer. Et là, ce jour-là, bon, comme il était déjà 1h, 2h du matin par là, donc le lendemain, j'ai contacté des amis qui sont journalistes et tout, bon, qui ont voulu se saisir de l'affaire, mais je leur ai dit que bon, comme chose, finalement, je n'avais pas payé et que l'affaire était passée, ben, même si on voulait poursuivre l'affaire, ça allait certainement susciter une question de preuve, hein, parce que vous savez, souvent, il y a beaucoup de malhonnêteté, les gens ne vont pas reconnaître, etc., pour juste sauver le poste. Donc, je n'ai pas voulu, mais ce que je vous dis est vrai, est vérifié. D'accord. Donc, si vous avez des connaissances au niveau de Gagnoa, ben, vous pouvez les contacter et vous renseignez sur l'hôpital général de Gagnoa. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que s'il y a des personnes aussi en bas dans les commentaires qui ont des témoignages, c'est important de partager ces témoignages-là parce qu'ils nous écoutent. Hein. Ils sont là, ils suivent. Donc, comme ça, ils vont savoir, ils vont comprendre les œuvres qu'ils font. Voilà. Les œuvres qu'ils font aux autres et donc, où ils mettent eux leurs parents à l'abri, ils vont comprendre. Oui, terminé, monsieur. Voilà. Voilà. Et donc, c'est bien dommage. C'est bien dommage de voir des dirigeants qui, aux frais du contribuable, choses privilégiées, je vais dire juste les parents, les copains, les amis, les camarades, et laissent le peuple se défendre comme il peut. C'est vraiment dommage. Et nous souhaitons qu'il y ait vraiment un changement. Je suis en Côte d'Ivoire et je le dis parce que trop est devenu trop. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez pris votre courage, hein, mais bon, j'appelle même pas ça du courage, j'appelle ça l'instinct de survie. Parce que les Ivoiriens sont sous perfusion et voilà, c'est l'instinct de survie qui fait que étant en Côte d'Ivoire, vous montez sur le panel pour décrier les tares qui minent notre Côte d'Ivoire. On va écouter Ibrahim et je demande aux gens, ceux qui ont des témoignages par rapport à la santé en Côte d'Ivoire, vous avez l'opportunité de monter et puis donner votre témoignage de sorte à ce qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont en train de faire et ce qui se passe dans comment on appelle ça, dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. C'est très important de partager vos expériences, de partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et voilà, vu que d'aucuns ne peuvent pas parler en Côte d'Ivoire, nous allons être les personnes qui vont relayer votre douleur de sorte à ce que tout le monde puisse entendre et tout le monde puisse savoir ce qui se passe réellement
chez nous. Voilà, Badradine, si tu as un témoignage, envoie ta demande, je te prends tout de suite. Avant ça, on va écouter Ibrahim. Doyen, on peut t'écouter? Bonsoir, Étoile. Bonsoir à tout le monde. Et je voulais dire un grand merci à Zier et revenir un peu sur ce qu'il a dit. Vous avez des officiels du pays qui veulent avoir des prix forfaitaires pour voyager dans une compagnie aérienne française et aller se faire soigner en France. Mais ceux qui sont les privilégiés demandent des réductions. Eux, le bas peuple qui souffre le martyr, qui n'a absolument rien pour se soigner, qu'est-ce qui va leur arriver alors? C'est comme si on construit, entre guillemets, des hôpitaux pour qu'ils aillent y mourir. Parce que les hôpitaux sont là, les écoles sont là, mais qu'est-ce qu'on apprend à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on donne comme soins appropriés à la population? Moi, je n'en vois pas du tout. Tout est payant dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Tout. Gants, tout ce que tu peux t'imaginer à l'hôpital, tout est payant. Et on voit des autorités qui viennent s'asseoir. Et quand je vois les circonstances dans lesquelles ils interviennent, pourquoi c'est maintenant qu'on nous parle de ça? On voit les élections qui s'annoncent pour bientôt, officiellement. Mais ça me fait penser au PDG de Bloomfield, qui s'appelle Zézé Stanislas. Un jour qui était dans Sans réserve avec Ali Koulibaly, qui a dit quelque chose, que la Côte d'Ivoire fait le rééchelonnement des dettes. Ali lui a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, prends un exemple. Nous avons une dette de 20 000 milliards. La Côte d'Ivoire va voir ces bailleurs-là pour qu'on puisse, au lieu qu'elle paye, par exemple, 1 milliard par an, ils vont les voir pour échelonner pour qu'ils puissent payer 500 millions. Donc, si au lieu de payer 1 milliard, tu payes 500 millions, c'est comme si tu payes alors la moitié. Et si ça doit courir sur 20 ans, ça va maintenant aller sur 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, on nous dit que non, on n'a pas encore atteint le seuil de l'endettement. Nous sommes à 50%, bien 56%. Oui, puisque ce que vous devez payer est moins. Mais lorsque ce régime va quitter et qu'ils auront un régime en face qui n'aborde pas dans leur sens, ils vont leur dire non, vous nous devez telle somme. Et voilà où on ne pourra pas payer. Pour ce faire, parce que cela, il faut faire attention à ce qu'ils font. Ils prévoient tout. Pour prévenir cela, ils sont allés alors demander la couverture de ce qu'on appelle les fonds vautours. Et voilà où ça devient dangereux. Voyant maintenant qu'ils sont dans l'incapacité de payer, les fonds vautours maintenant là, vont prendre ce reste de dette-là qu'ils vont vouloir payer. Et ils n'ont pas de cœur. Quand ils doivent payer, ils vont vous dire, bon, voilà nos conditions qui sont là. Vous nous donnez par exemple 2 ou 3 mines d'or que nous allons exploiter sur un tel nombre d'années. C'est pourquoi quand Emmanuel dit par exemple que si en cas de changement, nous allons nationaliser, mais pendant ce temps, même ce qu'on doit aussi nationaliser est déjà détenu par les fonds vautours. Il peut même dire tout à l'heure, par exemple, le pont Henri Konan Bédié, on le saisit pour l'exploiter sur 100 ans. Le système va devenir un peu comme au Sénégal, où Macky a caché une partie de la dette, et maintenant les Ousmane Sonko qui sont arrivés, on leur fait sortir maintenant toutes les dettes qui étaient là. Donc, vous serez obligé maintenant d'entrer dans le système qu'ils veulent. D'où, en fait, de dire les Woubi vont faire ceci, ils vont se frouer entre eux. On va vous obliger maintenant à l'accepter. Et en même temps aussi, le gouvernement qui est là fait aussi exprès. Pour qu'au moment où eux, ils ne seront plus là, les gens vont dire quoi? Un mouton est un mouton. Il va dire, mais non, mais lorsque lui, il était là, il n'y avait aucun problème. C'est pas qu'il n'y avait pas de problème. Mais tout était opaque. On nous cachait tout. Le fait de nous cacher les réalités fait que le jour maintenant ils vont quitter, ça va sauter automatiquement à l'œil. Et c'est le peuple maintenant qui va en pâtir. C'est pourquoi il faut que les gens fassent vraiment attention. Je peux aimer un parti, mais je ne vais jamais aimer un parti plus que mon pays. Quand c'est chaud là, ce n'est pas fait de dire RHDP ou bien GPS ou PPS ou bien PDCI. C'est tout le monde qui va payer pour ça. Les factures vont augmenter. Mais parce qu'on vous impose des choses quand c'est comme ça. La Côte d'Ivoire sera obligatoirement sur ajustement structurel.
après ce régime-là. Et quand on voit aujourd'hui, ils sont prêts à voyager. Mais ils ont toujours voyagé dans de bonnes conditions. Ils ont toujours voyagé avec le groupement présidentiel. Ils ont toujours voyagé dans les classes business, classe affaires, première classe. Mais pourquoi aujourd'hui, eux, ils viennent nous parler alors de contrat avec Corsair? Mais Air France est là. Corsair, c'est pour les pauvres. Air France est plus cher que Corsair. Pourquoi c'est encore avec Corsair qu'on va aller voir pour que Corsair diminue le prix des billets? Ce n'est plus eux qui voyagent à ce moment. Il y a d'autres personnes qui vont voyager à leur place ou bien quoi. Un ministre, il n'a jamais voyagé avec son propre fonds. Quand tu dois voyager, les messieurs, tout est payé. Mais pourquoi le Sénat... Motion, tu dis pourquoi Corsair? Mais Oui. c'est pour les familles. Effectivement. C'est pour les familles. Les cousins, les copines, les consanguins, les copains, les copines. Quand ils vont dire que bon, je suis le cousin de tel ministre. Bon, l'on de payer 800 euros. On va dire, bon, c'est les cousins comme le gouvernement qui ont une convention. Après, on va payer 300 euros. C'est pour ça qu'ils ont fait. Parce qu'ils ne paient pas bien d'avion. Ils ont fait pour les familles. C'est une insulte. C'est une insulte. Au lieu de penser à tous les Ivoiriens qui travaillent durement aux États-Unis, qui peuvent même prendre vol pour aller directement pour venir à Paris, pour faire 2 jours pour Corsair pour dire on va relier la Côte d'Ivoire. Mais il y a bien d'avions ici pour aller au Sénégal à 150 euros. Il y en a. Il y a une compagnie ici, là, Transcoa, là. Ça va au Sénégal. Ça est quelques euros. J'étais avec ma cousine là, elle est partie là, tout à l'heure. Elle était assise là. Mais sa copine, elle est au Sénégal, chaque 2 semaines au Sénégal. Elle s'habille là-bas, elle va là-bas, sans bagage, mais en tout cas, il n'y a pas de bagage dedans. Donc, ils ont signé ça. Ce n'est pas pour les officiels. Parce qu'elle ne paie pas bien l'avion, ils ne payent rien. Tout est pris par l'État. Donc, elle a bien spécifié que pour les familles. Donc, les cousines, les tantes et autres, qui ont voyagé avec Corsair, mais ils vont payer à vil prix. Mais elles, les femmes ivoiriennes qui sont ici, elles font les ménages. Et ceux qui vont mettre cher la sécurité, qui sont obligés d'économiser, d'abord pour le billet d'avion pour eux et les enfants. Parce qu'à partir de 3 ans, il faut payer. Et les enfants, si tu as 6 enfants, tu dois payer Corsair, qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, et puis qui ont 12 ans, et tout comme ça. Pour que vous payiez le plein pot. Calcule famille, madame et enfant, avec 4 enfants. Ça fait combien? Il paye plein pot. On dit 6 fois 8, ça fait combien? Ça fait combien? 42. combien? Ouais, 46, ouais. 48, Voilà. 6 fois 8, 48. Ça fait 4 800 euros. Ouais. Sans compter également les frais de bouche. Sans compter les habits avant de partir. Mais tout ça là, mais c'est compté dedans. Mais eux maintenant, au lieu de payer 4 000 et quelques euros, ils vont payer combien? Peut-être 1 800 euros, 1 200 euros. Et les autres Ivoiriens, ils ne sont pas les Ivoiriens aussi également. C'est pas cette manière sélective de trier entre les gens. Surtout eux-mêmes, ils ne payent absolument rien. Vous allez négocier même pour tous les Ivoiriens, pour dire, bon, les Ivoiriens payent, comment dirais-je, pendant les vacances, ils payent très cher, Corsair. Ils payent très cher, alors qu'ils utilisent beaucoup Corsair par rapport à Air France. Maintenant, ils payent plein pot. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va maintenant traiter avec vous pour diminuer les prix pour tous les Ivoiriens. C'est ça qu'on appelle un gouvernement responsable. Un gouvernement qui se soucie de la situation de son peuple. Et ceux qui sont en diaspora. Surtout nous sommes nombreux ici en France. Et en France, la Corsair ici, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens. Mais attends. Et quand on laisse les Ivoiriens en marge, en majorité, on va privilégier sa famille. Et c'est eux maintenant qui vont monter dans le Corsair et dans le même avion là. Ah, celle-là, c'est la cousine de quand il y a un de ses enfants, elle a payé combien? Si elle a trop payé, c'est peut-être 400 euros ou 500 euros. Toi, tu payes pratiquement 3 000 euros. Parce qu'ils ont signé au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Qui peut admettre ça là? Sérieusement. S'ils avaient négocié pour nous tous, on va dire oui, c'est bon. Maintenant, comme ça va diminuer le prix pour tous les Ivoiriens. Au lieu de payer 800 euros. Comment dirais-je? On appelle ça basse saison ou haute saison. Haute saison, c'est quoi? C'est quand il y a les vacances. Basse saison, c'est quand c'est plat. On dit bon, on paye, supposons on paye 600 euros, Abidjan, Paris. Basse saison. Bon, on fait maintenant à 400 euros ou 300 euros. Maintenant, haute saison, ça monte à 1000 euros. Mais en cassé, on met à 500 euros ou 600 euros pour les Ivoiriens. On dit chapeau, bravo à vous. On vous félicite. Mais vous partez gaillardement signer une convention pour vous et vos familles. Et vos familles. Je dis, mais vos familles. Non, mais c'est important. Nous sommes malades.
Souley, si c'est pour eux-mêmes, Oui. là, on peut se poser la question. Les officiels ivoiriens, là, ils vont monter en quoi? En classe éco? Les officiels que Justement, moi je connais, là, eux, ils vont monter bravo à en toi. classe éco. Justement, bravo à toi. Alors qu'eux, ils vont en cadre business. Justement, Ouais. que c'est pour les familles qu'ils ont négocié. C'est pour les familles qu'ils ont négocié. C'est pas pour nous. C'est pas pour les Ivoiriens là-bas. C'est-à-dire que moi, quand je vois des Ivoiriens qui sont ici à Paris et qui souffrent, qui triment, et qui disent encore, ah, moi, je rigole. Voici la preuve qui est là, évidente. Tant parler au pays, tu vas trimer, tu vas te bagarrer. Tu vas être soignante. Tu fais garde Souley, mais personnelle. ça même, c'est rien. Et ceux qui ont pu leur marché à brûler, et puis les dames sont en pleurs, puis elles disent, même si c'est brûlé à dos à vie. Je sais pas si tu comprends, c'est comme si. Voilà. Je te jure, c'est comme C'est si on les a. des aliénés. C'est des aliénés. On les a hypnotisés, tu sais pas quoi en fait. C'est des sont dans le malheur en train de pleurer, même si ça brûlait à dos à vie. What? Tu vois, souvent même là, quand ils sont dans une situation, vraiment, il faut les laisser s'enfoncer avant qu'il y ait une publication. Si un RADP qui était à Dubaï. Mais followers m'ont dit, mais de quoi tu te mêles? Laisse-les à te bouffer, tu ne te mets pas dedans. Ils m'ont dit ça, ils m'ont sermonné. Mais j'ai fait pour leur montrer également qu'eux aussi sont dans la ligne de mire. C'est quoi ça là? C'est-à-dire qu'on va négocier pour leur famille. C'est une insulte parce qu'elle ne paie pas bien d'avion. Même si on appelle, on dit donc que c'est Mme Kanda Kamara, c'est le ministre qui doit voyager. Même il y a les agences de compagnie, il y a les agences de voyage à Côte d'Ivoire là. Ah, c'était le ministre de sa famille. On leur donne le billet d'avion cadeau. Merci. Ça ne suffit pas, hein. Il a fait une convention. Maintenant, les agences. Attends, je ne suis pas là. Je ne vais pas oublier. Les conventions, les agences, quand tu vas te rendre, toi, Ibrahim, tu es le cousin d'un ministre, tu te rends, tu dis, ah, voilà, tu as combien? Ah, quand tu arrives, non, je suis le cousin ou le petit frère du ministre. Voilà. Donc, au nom de cette convention-là, ils vont casser le prix et ça va passer. Il faut arrêter ça. C'est facile, je vous dis, on doit ouvrir nos yeux. On ne peut pas accepter ça. Joe, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. C'est notre pays à nous. Hein. C'est notre pays à nous. Et chacun de nous a le droit de dire non. C'est le bien de nos ancêtres. Ça n'appartient pas à un clan ou à un côté. C'est pour nous. L'État, là, c'est nous tous. Donc, ceux qui gèrent aujourd'hui professionnellement notre État ne peuvent pas engager notre État dans une aventure que les autres vont payer. C'est quoi ça, là? Après la tapage ethnique, avec la nomination de Djoula. Maintenant, on tombe dans quoi maintenant? Il y a une affaire de famille. Après avoir nommé les cousins, les frères, les copines, les consanguins, les nièces qui dansent sur le bas de fer aux États-Unis, à les postes stratégiques. Mais tu vas maintenant négocier sur notre tête. Parce que l'État, c'est nous. Vas-y, Ibrahim. Encore pire, les beaux-fils. Ah, mais parce que ça me rappelle un peu le système qu'on avait avec Air Afrique, où les gens donnaient des billets de manière, des envois là-bas à des gens pour voyager. C'est ça qui a fait tomber Air Afrique. Et maintenant, plus que ça, c'est Corsair. D'où viendra alors l'argent? Ce sera un moyen aussi pour eux d'avoir des cocktails pour manger l'argent ou bien quoi. Moi, je ne comprends pas. Mais peut-être ils vont aller voir des gens. Si tu veux billets moins chers, viens me voir. Je peux t'avoir aussi des billets moins chers. Ça peut être un réseau aussi pour ça. Parce que et tout ça tellement méchant que c'est seulement des officiels, des privilégiés qui demandent réduction. Vous qui êtes les riches là, vous demandez réduction. Pour vous seulement. Votre clan. Le peuple qui est là, 98% de la population n'a droit à rien. Et ils vont payer plein pot. Pourtant, ils n'ont pas de moyens. Ça, c'est une sorte d'apartheid, ça. Pour montrer qu'on vit ensemble dans un pays, mais on vit côte à côte. Vous avez votre réalité et nous avons aussi la nôtre. Comme il y a l'enfant de Kandia qui nous disait que sa mère aime les Kleenex qui viennent, les notices qui viennent des États-Unis. Mais c'est des gens qui n'aiment pas leur pays, quoi. Moi, voilà ce que je vois en résumé dans tout ça. Là. Mais que c'est le pays même. Ah bon. Et puis encore, ce qui m'a le plus fait mal, c'est la RTI même qui a fait ce reportage-là. La chaîne nationale qui fait un reportage pareil. Et ils ne sont pas sanctionnés. La RTI n'est pas sanctionnée. Le Sénat, il vit aussi les gens de la commune, les mairies de Côte d'Ivoire. C'est seulement à leur niveau que ça s'est fait. Ils ont peur de quoi? Vous avez bien dirigé le pays. Mais restez pour qu'on fasse tout devant tout le monde.
Et moi, j'adhère à l'idée de Dosso. C'est comme si on leur a soufflé quelque chose que Ouattara ne sera pas candidat. C'est ça, mais jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, alors là, c'est grave, hein. Et bon, un mouton est un mouton. Lui, on peut laver un porc. Tu le laves, il va encore dans la boue. Des gens ils voient les magasins brûler. On dit non, malgré tout ce que vous allez faire, l'opposition, vous voulez que nous détournions de Ouattara. On va pas le faire. Mais le lien, il est où? Sur ce, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment autre chose, quoi. Cette histoire de politique ivoirienne. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim. Ben, des gens qui ont été capables de bouffer l'argent de passeport des Ivoiriens. Qu'est-ce qui t'étonne d'eux? On va passer la parole à Chérif. Chérif, tu permets parce que Badradine voulait, comment dirais-je, voulait passer son témoignage, si c'est possible, vu que toi tu es là. C'est Oui, il possible? n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Étoile, C'est pas un problème pour moi. je vais descendre. Et puis, Oui. il y a un sang qui est là, si tu veux monter. Oh non, Merci. il y a pas de souci, il y a pas de souci, vas-y. Badradine, on peut t'écouter. Permettez qu'il prenne le temps d'ouvrir son micro parce que c'est moi qui l'avais fermé. Voilà, c'est bon. Chérif, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Chérif, merci. Badradine, on t'écoute. Ouais, bonsoir. Pour moi, c'était au niveau de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'année dernière, ils m'ont appelé, moi j'étais au travail, ils m'ont appelé que non, ma mère était malade, que c'est vraiment urgent. J'ai dit, ok, ils n'ont qu'à les ramener à l'hôpital. Ils l'ont ramené à l'hôpital général de Bondoukou, moi je suis de Bondoukou. Eux, ils l'ont ramené là-bas. Après, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait les examens. Le diagnostic est sorti que non, vraiment, elle a une maladie, je sais pas, dans le ventre, que c'est très urgent. Donc il faut faire l'opération. Donc, le médecin il nous a dit que non, l'opération, ça coûte 350 000. J'ai dit, ok, là, je suis au travail, je suis sorti. Donc, comme c'est urgent, est-ce qu'on peut faire l'opération? Je vais me retourner à la maison. Dès que j'arrive, je vais faire le transfert tout de suite là, comme ça. Vous allez faire ils vont payer l'argent. Et le médecin m'a dit carrément que non, tant qu'il n'y a pas l'argent, on ne les touche pas. Hein. Il y avait 3 personnes. Et pour ma mère, elle était plus grave. Il dit, bon, comme moi, je n'ai pas envoyé l'argent d'abord, ils ont quand même ma mère de côté. Ils l'ont déposé de côté. Ils ont fait première opération, deuxième, troisième opération. Je suis arrivé à la maison 4 heures après. Mais quand je suis arrivé, elle était vraiment fatiguée. Elle faillit même perdre la vie. Il faudrait que j'envoie l'argent d'abord avant de faire l'opération. Sinon, il n'allait pas les tuer. Il allait laisser de mourir comme ça. Et après les ordonnances qu'il nous a fait, on paye des médicaments. Tu mets là et le médicament, c'est disparaître. Tu payes, hein, c'est pas comme tu payes pas. Mais le lendemain, le médicament que tu as fait hier... C'est fréquent, ça c'est fréquent même, ce que tu dis là. Le médicament disparaît là, ça c'est fréquent. Ça disparaît et je comprends pas. Et c'est grave que on vit dans une société et que si tu n'as pas d'argent, on peut te laisser mourir comme ça. Et heureusement que moi j'avais l'argent. J'avais l'argent, mais parce que j'étais au travail, je ne pouvais pas faire les transferts. Il dit non, tant que j'envoie pas l'argent, on ne touche pas. Et on ne l'a pas touché. On ne l'a pas touché jusqu'à que j'arrive à la maison pour faire transfert avant qu'ils vont toucher ma mère. Et c'est ce que moi je voulais dire comme témoignage. Et c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Ok. Donc, en fait, si je veux comprendre, vous avez envoyé votre mère à l'hôpital et on lui a diagnostiqué un mal au niveau du ventre. Oui. Et le médecin m'a même prédit que non, que ma mère, elle a 73 comme ça, elle est vieille. Elle me dit, ouais, comme ta mère est vraiment, son âge est très avancé. D'ici 4 heures de temps, si on ne le touche pas, c'est fini. Hein. Et malgré ça, ils n'ont pas touché. Hein. J'étais obligé de demander permission pour aller. D'ici, je vais arriver à la maison. Elle était vraiment fatiguée. Hein. Moi, pour moi, c'est vraiment Dieu même dit que non, pour elle n'est pas fini. Sinon, elle allait mourir. Ma mère, elle allait mourir comme ça. Je te jure. On lui a fait une opération plusieurs fois, c'est ça? Pour le même mal, hein? 1, 2, 3 fois, c'est ça? Non, ils l'ont fait une fois. Mais le problème, c'est que, vu que moi, j'étais au travail, ce qui me choque, le fait que c'est grave. Et ils disent que tant qu'il n'y a pas l'argent, ils ne vont pas les toucher. Et ils n'ont pas touché. Hein. J'envoie l'argent d'abord. Mon frère est parti retirer l'argent, payer d'abord avant qu'on les touche. Alors qu'il est en train de morpher, il est en train de mourir. Et ce n'est pas les problèmes. Et ça, c'était dans quel hôpital? Hôpital général de Bondoukou, je te dis. Ah ouais.
Mais j'espère, votre mère, au jour d'aujourd'hui, comment elle va? Elle se sent... Dieu merci, ouais, ça s'en sort très bien, ouais. Yako, attends mon frère. À Trècheville, il y a un jeune homme qui a perdu ses jumelles comme ça. Vers 2020 là. 2021, 2020 là. Sous le rappelle-toi, on a traité le dossier ici. Il a perdu ses jumelles parce que il y a un soi-disant directeur, ou bien je ne sais pas quoi là, qui s'est reposé. Le gars n'avait pas de moyens, des trucs. Il a dit, je vais aller chercher de l'argent. Il faut qu'on vienne s'occuper de mes jumelles, de mes enfants. Personne ne le répond. Il s'est mis à crier dans le CHU. Personne ne le répond. Il monte lui-même, il prend l'initiative pour aller chercher le bureau du monsieur en question qui doit intervenir. Il va là-bas, le monsieur lui dit qu'on ne lui a pas dit que lui s'est reposé au bien. Putain de merde. Que lui se repose, c'est son temps de repos, il est en train de se reposer. Il dit, mais mes enfants sont en train de mourir. C'est très vrai, c'est très vrai. Il dit, mes enfants sont en train de mourir devant mes yeux. Le monsieur n'a même pas fini de parler, il a refermé le bureau. Putain. À la suite de ça, même pas 4 minutes, hein, on dit, il a perdu ses 2 enfants. À la suite de ça, il a perdu ses enfants. Mais, avec un gars comme ça, vous voulez construire quelle société? Vous voulez construire quelle Côte d'Ivoire avec quelqu'un qui a une haine comme ça? Ça aurait été moi, j'allais me donner une voiture et puis c'est fini. Mais lui là, vous l'avez détruit à vie, à jamais. Il est détruit. C'est le même cas que vous expliquez, monsieur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même si on va vous chercher en ambulance, accident mortel, en ambulance, en urgence pour vous envoyer là, ils vont finir par vous jeter dans les couloirs de la mort. Ils vont finir par vous jeter dans les couloirs du CHU. C'est ça là qu'on appelle le couloir de la mort là. Et puis, Zia, tu as oublié de dire quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand tu perds quelqu'un là en Côte d'Ivoire là, tu es obligé de l'envoyer à Ivosep. C'est obligatoire. C'est-à-dire, je ne sais pas c'est quelle convention ils ont signé avec Ivosep, mais c'est obligatoire. Sinon, on ne prend pas ton corps. On ne prend pas le corps de la personne qui est décédée. C'est obligatoire. Ils disent c'est pour enregistrer les morts. Si c'est pour enregistrer les morts là, pourquoi ces mêmes morts là se retrouvent sur la RLE? Sur la liste électorale. Voilà, sur la liste électorale. Si c'est pour enregistrer les morts, et que tous les morts qui ont été enregistrés, pourquoi ces morts-là, on ne les enlève pas, le gouvernement ne prend pas l'initiative de les enlever directement, étant donné qu'ils ont connaissance déjà que ces morts-là n'existent plus. C'est une marmaille. Une fois de plus, vous allez dépenser là-bas. C'est la partie qui les intéresse, ça qui est là. Là, dès lors que vous enlevez de l'argent, c'est tout ce qui les intéresse. Après, ils s'en foutent de vos morts. Ils s'en foutent de vos malades. Ils s'en foutent cruellement. Eh non, tant que si t'as pas d'argent seulement. Tu n'as pas d'argent, ça c'est connu de tous les Ivoiriens. Ça ne touche même pas. Et puis ce qui est grave, on te fait les ordonnances, tu payes les médicaments, et même ils volent les médicaments en plus. Ils volent les médicaments dans les autres pays. C'est incroyable ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a un business là, il y a un business dans ce domaine-là qui ne dit pas son nom. Non, c'est grave. Qui ne dit pas son nom. C'est grave. Même les médicaments là, c'est eux qui vont te dire où il faut aller payer. Oui. Et puis les mêmes gars là, ils ont des cliniques privées là. Ouais. Quand ils savent que ils peuvent gagner de l'argent sur toi là, ils t'écrit un mot là, ils te conseillent, tu vas là-bas. Et c'est lui-même qui t'a écrit ce mot là, qui va aller te soigner là-bas. Ouais. C'est-à-dire qu'un business, il t'enlève entre les mains du public, il te met en privé, et puis il te taxe là-bas. Il te dit là-bas, il n'y a pas de matériaux, il n'y a rien pour te faire truc. Raison pour laquelle on t'a envoyé ici. Mais en réalité là, c'est pour prendre l'argent dans la main de ta famille. Ouais. C'est grave. Des enfants qui n'ont rien demandé, des bébés qui viennent au monde là, et ils cherchent l'argent sur ça. Une femme qui accouche par césarienne là, son mari doit payer jusqu'à la sortie de là. Son mari doit payer 5 000 par jour. 5 000 par jour là. Qui gagne ça? Combien d'Ivoiriens gagnent ça en Côte d'Ivoire? Il y a une motion pour toi. Il y a une motion pour toi. Oui. Bonsoir. Vous avez une motion, on vous écoute pour Zier. Bonsoir, vieux Père Soulé. Ça. En fait, je voulais rajouter un peu sur ce qui parlait par rapport à la morgue là. Parce que moi, j'ai vécu un peu ça, je voulais faire un ajout là-dessus. Oui, c'est moi qui parlais de Ivosep là.
Ah, voilà, oui. Tu veux faire ton En fait, témoignage je sur ça? voulais dire... Oui. Tu peux En fait, Vas-y, fais ton témoignage. Ok. Merci, En fait, allez-y. je voulais dire, aujourd'hui, tous les hôpitaux publics en Côte d'Ivoire, c'est régi par, comment on appelle ça, l'IVOCEP de Côte d'Ivoire. C'est comme ça fonctionne. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand tu paies même ton parent, aujourd'hui, déjà, c'est IVOCEP. Avant, au moins, dans les hôpitaux publics, là, quand tu paies un parent, genre, je peux dire, c'est pour l'hôpital. C'est pas pour l'IVOCEP. Donc, tu peux choisir à envoyer au privé comme tu veux. Mais aujourd'hui, ils ont fait de telle sorte que quand ton parent décède à l'hôpital et quand tu n'as pas les moyens même, quand tu veux prendre soit un cercueil en dehors de l'IVOCEP, on te fait payer, comment on appelle ça là, une caution d'abord. Quand on te laisse aller prendre un cercueil, je vais dire un peu moins cher en dehors de l'hôpital. C'est comme c'est le système maintenant, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc c'est un peu, moi par exemple, j'ai vécu ça. Donc c'est ce que je voulais rajouter là-dessus. Aujourd'hui, ils ont fait de telle sorte que tout reste là-bas. Or, avant, c'est pas pareil. Avant, quand tu payes un parent, moi je me souviens quand en 2001, je crois bien ma grand-mère est décédée, les 3 premiers jours, c'était gratuit. Les 3 premiers jours étaient gratuits. Maintenant là, ça n'existe même plus. Dès que tu paies ton parent net, le compteur est en marche. Et si tu n'as pas les moyens, on peut dire que tu vas vouloir aller peut-être prendre, j'ai pas les moyens, je vais prendre peut-être, ou bien déplacer le corps pour envoyer dans une morgue privée pour que ça coûte un peu moins cher. Si c'est à l'hôpital qu'il est décédé, tu payes d'abord. Avant qu'on te laisse aller envoyer ailleurs. Donc c'est un rajout que je voulais ajouter sur ce qu'elle venait de dire. Donc bon, il y a quoi à nous tous là. Motion, mon désir, Oui, motion. Quand vous dites, il y a les 3 jours, avant on appelait ça entretien de corps, les 3 jours quand tu viens à la morgue là, ça veut dire que c'est l'État qui prenait ça en charge et consomme. Quand le président Laurent Gbagbo disait que le candidat des Ivoiriens et puis le candidat des étrangers là, ça englobe tout ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même, ça veut dire que quand tu pars des hôpitaux jusqu'à la morgue, tout est devenu privé maintenant. Ceux qui sont au pouvoir, c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo avait dit que, en son temps, il disait que quoi, je ne suis pas le concurrent des planteurs parce que je suis pas un homme d'affaires. Quand on a des hommes d'affaires à la tête de nos États, c'est comme ça l'État fonctionne. Parce que quand tu vas prendre le secteur café cacao, pardon? Je suis entièrement d'accord avec toi, ma chérie. Ok, j'en viens. C'est pour faire un additif. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Quand tu prends le secteur, café cacao, si vous allez voir que c'est Madame Dominique, ses enfants, ça veut dire que c'est la famille, c'est le clan des Ouattara qui sont là-bas. Ce sont eux qui gèrent. Ça veut dire que tous les secteurs, ils ont le contrôle sur tout, au fait. C'est-à-dire, ils mettent des personnes qui maîtrisent. Quand tu vas prendre le secteur d'Ivocep, par exemple, Ivocep, là, ils ont privatisé tout. C'est-à-dire que c'est devenu une histoire d'État. Avant Ivocep, là, même si l'État n'avait pas sa main dedans comme ça, mais aujourd'hui, là, c'est-à-dire que ils ont le veto sur même nos cadavres. C'est ça qui est le plus mauvais. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de donner, c'est-à-dire que, par exemple, avant, tu avais le choix, si ton parent était décédé, par exemple, au CHU de Yopougon, la morgue était tout juste derrière, tu pouvais transférer directement à la morgue derrière, là. Mais maintenant, là, faut partir forcément à Ivocep. Pourquoi ils font tout ça? Parce que tout est privatisé en Côte d'Ivoire. C'est un peu l'air que nous respirons, là. Ils vont facturer pour nous envoyer les factures. C'est tout ce qui reste simplement. S'ils avaient l'occasion, l'opportunité de facturer, c'est-à-dire le souffle de vie, l'air que nous respirons en Côte d'Ivoire, ils allaient facturer pour partager les factures à chaque individu vivant en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore ce monopole-là, parce que ça dépend de Dieu. C'est pour cela. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, tout est foutu. Parce que quand le monsieur racontait son témoignage tout à l'heure pour dire que quoi, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas été prises en charge par le médecin. Mais si des personnes s'en foutent des hôpitaux de la Côte d'Ivoire, pas signer des conventions pour dire que les parents iront se soigner à l'extérieur, mais c'est parce qu'ils n'injectent pas les ressources financières dans les hôpitaux ivoiriens. Les médecins sont pas payés à temps. Les aides-soignants ne sont pas payés à temps. Les infirmiers ne sont pas payés à temps. Ils ont des arriérés de salaire. Donc, quand ils viennent au travail, d'abord, ils sont déjà énervés. Alors qu'ils sont là, ça ne les excuse pas. Mais ils sont là pour sauver des vies. Mais quand les salaires font 3 mois, 4 mois que ça passe pas, ils s'en foutent même du fait qu'ils aient prêté serment pour sauver des vies. Là, ils viennent en termes de business. Ils s'en foutent du malade qui est en face d'eux. Ou souvent même là. C'est-à-dire, ils ne sont même pas concentrés aux soins qu'ils sont en train de faire. Souvent, les aides-soignantes, elles sont pas payées. Donc, pour donner elles oublient même les soins. D'autres oublient, comme je le disais là. Ils oublient des compresses.
dans le ventre de certaines personnes. Ça crée des complications après l'opération et les personnes meurent. Mais pourquoi est-ce que les morts sont s'enchaînent comme ça en Côte d'Ivoire? C'est parce que l'État n'injecte pas les moyens financiers dans la santé ivoirienne, dans l'hôpital ivoirien, à commencer par les médecins. Parce que si on formait bien nos médecins, de la manière qu'on veut l'excellence, on trouve l'excellence dans les autres hôpitaux et qu'on fait évacuer et que soi-même on s'évacue là-bas pour se soigner, je parle des dirigeants, mais si on investissait ce même, comment on appelle ça, ces mêmes ressources financières dans nos propres hôpitaux, si on formait réellement nos médecins comme les autres médecins le sont exactement, on allait avoir plus que les mêmes, comment on appelle ça, espérance, comment on dit, attente. Mais c'est parce qu'ils payent pas les médecins. Oui. Ils payent pas les médecins. Donc, quand les médecins viennent au travail, là, ils sont déjà fâchés. C'est-à-dire, ils viennent au travail avec un état second. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Les aides-soignantes viennent au travail avec un cœur déjà gonflé. Alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Les infirmiers viennent au travail déjà fâchés parce qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Mais il va sans dire que la société ira mal. Tout cela, la faute doit être mise sur l'État ivoirien parce que l'État joue pas son rôle réellement comme il doit être fait. Parce que les salaires sont pas virés. Quand les fonctionnaires sont fâchés, même les enseignants, c'est parce qu'ils étaient fâchés qu'ils ont grévé. Mais au lieu de résoudre le problème de ces enseignants, on les fout en prison. Les médecins même ont grévé un temps. Mais ces gens-là ne payent pas le salaire des gens. Donc, c'est ce qui agit sur le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Le pays va mal parce qu'ils gouvernent mal, parce qu'ils payent pas. Ils gèrent mal le pays, tout simplement. Parce qu'ils en ont rien à foutre des Ivoiriens. Sinon, s'ils s'inquiétaient de la survie du bien-être des Ivoiriens, la première des choses qu'ils devaient faire d'abord, c'est-à-dire payer bien les médecins, donner leur salaire régulièrement, avoir un bon suivi au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'avoir une politique de suivi vraiment, c'est-à-dire que des corps à bien même suivent strictement la santé ivoirienne, c'est-à-dire dès qu'un médecin commet un gaffe, soit il est radié, soit il est mis en prison, où chacun sait que l'État a un œil regardant sur lui parce qu'il perçoit son salaire comme il se doit, ils sont formés comme il se doit, ils ont des matériels de pointe comme il se doit, les hôpitaux sont équipés, chacun sera à sa place, chacun fera son travail. Mais c'est parce que rien n'est fait. Parce que eux, ils ont l'occasion d'aller se soigner dans les autres hôpitaux. Ils ont l'occasion d'aller se soigner dans les autres pays. Mais nous, les pauvres, là, qui n'avons pas l'occasion d'aller nous soigner ailleurs. Mais c'est pour tout ça, on doit les chasser. Parce qu'on n'a plus de vie. Même nos cadavres sont privatisés. Voici le vrai problème. C'est-à-dire que quand on impose des personnes, il faut obligatoirement doit déposer une caution, peut-être de 1 million, peut-être de 500 000, peut-être de 2 millions. Sinon, ton cadavre ne va pas quelque part. Mais, quel est ce monde-là? On doit se réveiller. On doit faire quelque chose. On doit les chasser du pouvoir. Ils doivent dégager du pouvoir. Parce qu'ils nous ont montré de toutes les couleurs. De A jusqu'à Z. Il n'y a pas une souffrance que ceux-là, ils n'ont pas montré aux Ivoiriens. Ils ont montré toutes les couleurs de souffrance aux Ivoiriens. De la misère dans tout son sens aux Ivoiriens. Donc on doit les déguerpir, quoi, au fait. C'était ma contribution, mon frère. Ok. Merci beaucoup. Mon deuxième, avant de parler, il y a une motion de... Attends, j'ai vu qu'elle a écrit une motion là. Ah non, en fait, c'était pour rendre un témoignage aussi qui m'est venu en tête. Hein. Ok, Donc, et ce sujet-là, je vous informe que même c'est comment, on doit poursuivre ça, on doit accentuer, on doit amplifier. Si vous voyez des sujets de distraction, ne rentrez pas dedans. On doit continuer sur ça, parce qu'on doit mettre au cœur de notre politique, que tu sois même RHDP, que tu sois PPACI, que tu sois GPS, PDC, tous les partis politiques, nous devons mettre au centre d'abord l'humain, les Ivoiriens. C'est pour eux qu'on a créé nos partis politiques, je pense. Mais si on doit le marginaliser, ce n'est pas normal. Donc, ça, c'est le sujet de la semaine prochaine même. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, là, pourquoi est-ce que nos cadres, nos responsables politiques ne vont pas se faire soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Et ils vont signer des conventions à l'international. Je vous dis, si c'est en France ici, si c'est dans d'autres pays là, mais ça, c'est un scandale d'État. C'est un scandale. Un scandale. Mais vous allez voir, demain, ils vont sortir un buzz. Ils vont sortir, remarquez bien, demain ils vont sortir un buzz. Sans tête ni queue. Vous allez que Souley de Paris avait raison. Parce qu'il faut tuer ce sujet-là dans l'œuf. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens, si un buzz sort là, ça va tuer, le sujet originel qui importe aux Ivoiriens. Effectivement. Remarquez bien. Donc, il faut qu'on reste focus sur ça. Il faut qu'on dénonce cela. Ok, je vais Vous passez le message également à tous nos frères. Pardonnez. Parce que comment je regarde le niveau de notre... Il y a des panels qui font des sujets politiques. Mais il y en a qui sont dans les histoires à dormir debout là. Est-ce qu'on doit rester comme ça? On dit qu'on est le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Économiquement.
politiquement. On dit tout, que les autres là sont en bas de nous. Que nous, c'est nous en 2000 lieux moi. Aussi le seul pays qui prétend avoir tout, mais au niveau politique, on n'a jamais eu de transmission du pouvoir entre un président élu et un président sortant. Jamais. Au Ghana, il y en a. Au Libéria, il y en a. Sierra Leone, il y en a. Sénégal, il y en a. Notre génération, c'est notre combat. Faire la politique autrement. On ne peut pas admettre que les cas de notre pays, où nous sommes surendettés, 40 000 milliards. On a un budget de 15 000 milliards. On arrive seulement à mobiliser que 7 000. Et les 8 000 là, on a besoin de s'endetter. Donc on prend dette pour payer dette. Mais nous sommes des gueulards, des vantards. C'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens. Les SMIC à 115 000 francs CFA, c'est les chiffres écrits. Mais il fallait lui poser la question aux vigiles de Côte d'Ivoire, qui sont pour certains même assassinés lors des braquages. Ils touchent même 40 000, 50 000. Posez la question aux femmes de ménage, qu'on appelle communément les bonnes, comme elles souffrent. C'est important. On doit mettre au centre le combat des Ivoiriens. Je vous en supplie. Nous sommes à 4 mois des élections. Les débats de basse-cour, là, ce n'est pas notre sujet. Je me souviens en 2020, nous étions vent debout. Mais ce que moi j'observe actuellement là, j'observe une chose, il y a trop de distractions. Merci beaucoup, Agita. Il y a trop de distractions. Ça, c'est des sujets là. Dans un pays là, ça peut tomber le gouvernement. Ça peut tomber le gouvernement. Trop de distractions. Ça peut tomber le gouvernement dans un pays là. C'est genre de. C'est-à-dire qu'on vient nous dire que nous avons échoué. Ça là, ça veut dire que nous avons échoué. Nous, on se soigne à l'extérieur. Vous, nos électeurs là, vous soignez dans les hôpitaux mouroirs. Parce que nous n'avons pas été capables d'équiper les hôpitaux. C'est ce que ça veut dire. Donc quand on a échoué, comme Ouattara l'a dit à Gbagbo, on quitte le pouvoir. Alors ça, Ouattara a dit à Gbagbo en 2010, quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Donc 15 ans après, Gbagbo là, ça veut dire qu'on a échoué. Ça, on n'a pas besoin de faire de la littérature, de faire de la science-fiction, de faire les cours littéraires, pour savoir que ça c'est un aveu d'échec. Mais il y a un buzz qui va sortir. Mais tout ça doit venir remplir votre tir-lit en matière de déception. Au niveau des logements, ça a été du faux. Un Ivoirien, un toit, il n'y a jamais eu. Ça n'a jamais existé. Vrai ou faux? Ça n'a jamais existé. Un Ivoirien, un toit. Au contraire, on a vu mieux la corruption galopante. Quand on parlait sous Gbagbo, on dit mais est-ce que c'est la guerre? Mais sous Ouattara, c'est quoi? C'est une course, n'est-ce pas, de code Guinness. C'est quand ils ont pu donner au peuple de Côte d'Ivoire, ça il peut le connaître, c'est la loisibilité. Ça c'est important. Et c'est le surendettement. Et c'est un constat, c'est un fait. Les restes là, les débats comment dirais-je, dilatoires, comment dirais-je, nous parler de ponts de route là. On n'a pas connu les ponts de route sous le magistère. Mais un humain, ma tante a failli y passer. Il y a de cela 1 an et demi. Ma tante à moi, la petite soeur de ma mère, j'étais obligé moi-même de passer par mes relations, mon carnet d'adresse. Pourquoi on lui trouve une place à l'hôpital général de Boaké? Il n'y a même pas de carburant dans l'ambulance. Il fallait que moi j'envoie l'argent. On dit qu'elle était déjà finie, alors qu'elle est en vie. Comment les Ivoiriens meurent comme ça, dans les hôpitaux? Et pendant ce temps, quand Dia vient s'asseoir, le gouvernement vient s'asseoir à la télévision, devant tous les ministres, c'est un scandale. C'est un scandale. On ne peut pas accepter ni aujourd'hui, ni demain. Ils ont échoué. Mais si met Gbagbo sur la liste, Guillaume Soro, on ne peut pas mettre les gens sur la liste. Ils connaissent la vérité. Parce que ce qu'on appelle votre sanction, en Roumanie, là, lui qui a été élu, là, c'est un homme de, comment dire, anticonformiste. Oui, parce que tous les peuples aspirent au changement. Quand ils donnent la voix au peuple, le peuple s'exprime. Voici des brigades, des gangsters qui sont en tête de mon pays et qui refusent, n'est-ce pas, la voix du peuple, voix populaire, voix DI. On nous parle de quoi? Quoi on a fait route? On nous parle de quoi? Quoi on a fait pont? Ah bon? Et dans les hôpitaux? Non, celle qui accoupe par césarienne, il faut payer. Même couveuse, il n'y a pas. Et quand il construit un hôpital, on envoie des affamés qu'on appelle Big Douaou. Un affamé comme ça. Un ignare comme ça. On envoie les Hamlet avec 4. Des gens comme ça pour venir nous dire que tout va bien au pays. Pendant ce temps, ils pleurent ici à Paris. Des vauriens. Dans Paris même où ils ne peuvent pas avoir un cas de séjour.
Parce que maintenant, on refuse de renouveler. Et ils font une vidéo pour nous appeler au secours. Vous êtes malade. Et ils viennent encore dans le même Paris là. Vous venez dire Ado. Vous êtes vraiment malade. Vous êtes vraiment sauter. Une bande d'idiots. Ça là, c'est dans tout pays là. C'est la consternation. C'est un crime. Un gouvernement qui vient avouer que nous on se soit à l'extérieur. Mais le président Gbagbo à l'époque, en temps de guerre, est parti au Maroc pour une intervention dentaire. Le RDA a récupéré ça ici, non? Vrai ou faux? Ah donc, sous eux, maintenant, c'était comme un petit privilège. Vous êtes malade. Même aujourd'hui, si NCI, ils ont parlé de ça, que Gbagbo était parti au Maroc. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, NCI, ouais. Ils font toujours référence à ça. Comme si, je n'ai pas écouté ça devant Dieu. J'ai lancé en même temps. Et Mandela est témoin, et toi le témoin. J'ai lancé en même temps. Je n'ai pas eu le temps d'écouter les bêtises là. Mais si Gbagbo est parti là-bas, parce que vous avez dit que ce n'est pas normal, non? Vrai ou faux? Donc, vous voulez changer ça, non? Mais vous ne pouvez pas dire que comme Gbagbo est parti là-bas, ce n'est pas normal, vous allez changer ça, et vous, au pouvoir, vous faites pire. Donc, il y a un problème. On peut demander en 15 ans, Ouattara est venu combien de fois en Occident? Voilà, parce qu'il prend ça, Gbagbo est parti au Maroc. Justement, il faut la répondre comme ça. Mais si tu m'as même pas... Voilà pourquoi c'est pas normal. Yapi, tu m'as même pas laissé terminer mon témoignage, tu vas tomber des nues. On était sur le panel de Belgrade. On va voter les gars, on va voter les 200 000, ma voix est partie, hein. Après, il y a une motion. Après, il y a 9 qu'il y a une motion. Oui, mais il a pris la parole dans ma bouche. Bon, on coupe le direct, Ma voix est partie, et puis je me force à faire un panel. Et vous ne me tapotez pas. Tiens, maintenant, la bataille sauter, hein. Si tu aimes les gbingbi, tapoter, ma voix est partie. Si tu aimes you, partager, ma voix est partie, tiens. Vas-y, tais-toi, vas-y. Bon, vas-y pour ta motion, après je vais faire le témoignage. Bon, étoile, fais ta motion, et puis moi je suis, c'est dans la même lancée. Non, vas-y. Donc, en fait, c'est ce que tu avais dit. En fait, c'est la même chose que Emmanuela a dit, parce que moi aussi j'ai un témoignage. Moi, j'ai un de mes cousins qui était en fin de vie. Et il était, comment dirais-je même, c'était peut-être un dimanche et ça n'allait pas tellement que on est allé au CHU, bon. Et je vous assure que les médecins, quand ils ont vu que ce dernier-là, il allait déjà. Mais je vous assure qu'ils ont fait quand même une ordonnance. Et il a fallu que moi j'appelle un proche aussi qui est dans le milieu et qui est venu. Et ce dernier-là a dit, mais non. Parce que lui aussi, il est médecin, il a vu. Il dit, mais ne payez pas l'ordonnance, là, c'est pas la peine. Et il nous a dit comme ça, de façon subtile, attendez lundi. Tellement il savait que mon cousin n'avait pas 2 heures. Vous comprenez? Et c'est après, quand je lui ai demandé, il m'a dit, mais là, ils savent que c'est fini. Regarde déjà, il m'a expliqué un peu, il m'a dit, regarde comment il respire, regarde ça. Mais pour dire quoi? Moi, je salue nos médecins. Parce que dans la vie, il faut te mettre à la place des gens. Le médecin, il est payé à combien? Il est obligé d'aller travailler au privé et travailler en même temps au public pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est pareil pour l'infirmier. On a des infirmiers d'État qui travaillent au privé parce que le salaire ne suffit pas. Le gouvernement n'a pas mis de politique en place pour que ces derniers-là puissent vivre avec un seul salaire. Donc, nos médecins c'est des héros. Ils n'ont pas de salaire. Donc, du coup, quand tu es malade, tu vois ton médecin, tu es au public, tu vois le médecin, lui-même il te dit, allons dans telle clinique là-bas, je vais te recevoir parce que il y a le matériel. Mais c'est pas de sa faute. Le gouvernement ivoirien ne met pas en place des politiques pour que ces médecins-là puissent avoir les moyens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et ça, c'est une réalité. Au contraire, il les envoie en prison. Voilà. Des gens, ceux-là dans un pays là, dans tout pays, de la manière ils sont importants. Oui. Mais chez nous, on les envoie en prison. Un médecin qui n'a même pas 1 million de francs CFA. Est-ce que vous pouvez croire ça? Et nous, qui vivons à l'extérieur, nous sommes scandalisés. Pourquoi? On vit ici, là. C'est gratuit. Tu rentres à l'hôpital. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une Ivoirienne. Quand elle m'a dit, comment je suis arrivée ici nouvellement, elle dit, j'ai eu un petit bobo dans mon ventre. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont pris hélicoptère. Ils l'ont envoyé dans une autre province. Ils l'ont ramené chez elle. 5 francs. Elle n'a pas payé. Elle dit hélicoptère. J'ai pas dit, ils ont pris ambulance. Hélicoptère parce que le médecin qui devait voir ce qui se passait dans son ventre là était dans une autre province. À, je dirais 4 heures. L'hélicoptère est venu la chercher. Ils l'ont envoyé là-bas. Ils l'ont ramené chez 5 francs. Il n'y a pas facture.
C'est à ce niveau-là que les gens sont... Non, nous qui vivons ici, quand on voit ça, on est choqués. Tu payes pas bien le médecin. Il va vivre comment? Il a fait 8 ans d'études. Il a soutenu. Il a 500 000 francs. Il vit comment? Il vit comment? Sa tête même n'est pas tranquille. Il va, même s'il est de bonne foi, à un moment donné, il rentre dans le système. Les médicaments même sont... C'est-à-dire qu'en fait, il y a un deal même avec les... Comment on les appelle? Les délégués. Pour imposer même des médicaments aux patients. C'est à ce niveau-là que la médecine, que les hôpitaux, comment dirais-je, que la Côte d'Ivoire est arrivée. Donc aujourd'hui, là, c'est le gouvernement le responsable, c'est pas les médecins, c'est pas les infirmiers. C'est eux qui ont l'argent de l'État, c'est eux qui ont notre argent. C'est eux qui doivent mettre les moyens en place pour que le médecin se sente en sécurité financièrement, de sorte à pouvoir guérir. Un médecin qui a faim, il soigne comment? Un infirmier qui est payé à 100, à 200 000 francs, alors qu'on connaît le niveau de vie en Côte d'Ivoire. Il va faire comment pour te soigner? Il va vivre de deal. Il va vivre de deal à la morgue. Il va vivre de deal avec les délégués. Il va vivre de deal. C'est une réalité. C'est qu'on dénonce là. Le responsable, le seul responsable, c'est le gouvernement ivoirien. C'est eux qui ont notre argent. Ça est dans leurs mains. C'est eux qui sont capables de mettre en place des politiques. Et moi, j'exhorte les gens à aller sur la page de notre leader générationnel. Et quand moi j'entends des gens dire en bas, non, quand ils viennent au pouvoir, notre leader là, c'est le seul leader qui dit et qui fait. Vous le connaissez. C'est lui seul qui dit, quand il dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est non. Et je vous exhorte à aller sur sa page, aller écouter le plan qu'il a pour les médecins, pour la santé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une réalité. Il a écrit noir sur blanc, il va exécuter, vous le connaissez. Même quand c'est mauvais, c'est bon, vous savez qui il est. Donc, les médecins n'ont rien à voir, ils ne sont pas responsables. Tout ce qui se passe, tout ce qui en découle là, c'est le gouvernement ivoirien qui a une mauvaise politique de santé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Neve. Franchement, merci. Concernant le témoignage, je pense que Omer est monté. Et merci que, voilà, tu sois venu, Omer. Ouvre ton micro, s'il te plaît, Omer. Bonsoir Fernand. Bonsoir grand frère Souley. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Omer. Omer, on était ensemble sur le panel de Bellegrâce, tu te rappelles? Je ne sais pas si c'est toi qui avais fait le témoignage. Souley, tout à l'heure, tu parlais de la condescendance de l'élite ivoirienne vis-à-vis du peuple ivoirien. Et comme nous, on est ouais, tu sais que Bellegrâce aussi, elle est ouais. Donc, sur le panel de Bellegrâce, on a reçu des frères et des sœurs de chez nous là-bas qui sont venus nous donner un témoignage. Et comme, bon, je dirais que le panel de Bellegrâce n'a pas beaucoup d'auditions, c'est passé ni vu ni connu. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu béni le fait que toi, tu puisses en parler. Omer, tu étais là quand, je ne sais pas si c'est toi ou bien la personne a dit que Madame Anouloto, quand elle a perdu son père, le corps de son père était à la morgue. Et la personne nous a dit que à cause du corps du père de Anouloto, toutes les personnes qui avaient perdu leurs parents ce jour-là, on n'a pas laissé le corps de ces personnes-là sortir à cause du corps du père de Anouloto. Omer, tu étais là ou pas? Jusqu'à son enterrement, oui, il était là. Vas-y, explique. J'ai dit que le père de Anouloto était à la morgue et que le village, en tout cas, quand quelqu'un décède, par exemple, à payer, les gens accompagnent le corps jusqu'à tout le pleurer à la morgue. Et là, les gens voulaient récupérer, puisque quand tu vas déposer le corps, c'est mentionné que tu payes après 3 jours. Je ne sais pas si c'est 2 jours maintenant. Donc la facture s'accumule. La date arrive, les gens vont récupérer le corps. On dit non, le père d'Anouloto n'a pas encore été enterré, ou bien le corps n'a pas encore été retiré, donc personne ne peut retirer son corps. Au début, moi, j'ai cru que, bon, vous savez, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose à vérifier. Nous, les gens du GPS, là, nous ne sommes pas des personnes émotionnées qui suivent toujours des choses, on dit, nous, on va jusqu'à la source. Donc, j'appelle un tonton dans le village en question, et le tonton me dit, d'accord, lui va aller voir, et il s'en va, c'est la vérité. Il demande au gardien de la morgue, le gardien de la morgue dit, depuis le papa de Anouloto est décédé, personne ne peut retirer son corps jusqu'à ce qu'on puisse vraiment retirer le corps de papa Anouloto et puis aller l'enterrer. Donc, je dis d'accord. Je continue?
Vas-y, Omer, vas-y. D'accord, Désolé. d'accord. Moi, je dis d'accord, mais et là, comment les gens font pour payer la facture complémentaire, enfin, supplémentaire? Puisque si je dois retirer le corps de mon parent aujourd'hui et que je n'ai pas les moyens pour la semaine prochaine, et puis le papa de la dame n'est pas encore sorti. Je dis bon, c'est que si après, quand on va finir d'enterrer le papa en loto, on peut venir discuter de ça. Voilà, si j'étais là, tout s'est bien passé devant moi, c'est la vérité. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. La semaine dernière, parce que nous, chaque dernier dimanche du mois, nous on fait nos réunions GPS dans la commune de Guiglo. On est obligé maintenant de se cacher. Donc j'ai les images ici, hein. Si après vous avez bien ça, je peux vous donner. On est parti faire la réunion de GPS pour mobiliser nos camarades qui n'ont aucune nouvelle, qui n'ont plus d'orientation, pour leur dire non, il faut écouter. Vous savez, on est sous un pouvoir où on ne peut même pas parler. Moi, je suis résident actuellement à Ferkessédougou. Nous tous nous savons ce qui se passe ici. À plus forte raison, même à l'ouest chez nous. On est en train de faire la réunion. Il y a un monsieur qui vient. Bonjour, bonsoir. On dit oui, bonsoir. Et il vient s'asseoir. C'était une bâche. Nous, on organise avec une bâche. Et il est assis. Attends, Omer, attends 2 secondes. Et toi, est-ce que Chérif a parlé? Chérif a parlé? Non, Chérif n'a pas encore parlé. Hein. Chérif, vous êtes là? Il est là. Non, je dis pour la question. Chérif, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, merci. Allez-y, Omer. Donc après, c'est pour que, quand je vais, après, tu vas monter. Allez-y, Omer, désolé. Je voulais juste vérifier. Donc il vient, il s'assoit. Je dis, merci beaucoup. Je le salue, bon, voilà, salut, comment ça va mon frère? Il dit oui, ça va. Je dis d'accord. Aujourd'hui, dimanche, on va parler un peu de l'actualité de notre leader. Il a fait un tour au Ghana, c'était ça notre actualité. Et on était très content de le revoir, surtout physiquement, d'essayer de contempler un peu sa santé physique et ses leçons parler. Bon, le monsieur écoutait, il ne disait rien. Il faisait partie en fait des militants, puisque chez nous, chaque jour, les gens viennent. Donc, du coup, on fait des listes. Et on fait passer la liste de présence. Ce jour, on a compté 177 personnes. Mais quand on compte, quand quelqu'un se lève et puis il compte, ça dépasse. Donc, on fait l'appel. Et je ne sais pas s'il s'est oublié, il n'a pas répondu. Donc, je lui demande, monsieur, vous, votre nom. Parce qu'il était un peu différent. Il dit votre nom, il dit, bon, ça n'a pas d'importance. Je dis, bon, d'accord. En tout cas, ici, nous parlons de Guillaume Soro. C'est vrai que légalement, en Côte d'Ivoire, ici, on a dissous le parti. Mais nous, notre leader que nous on reconnaît là, c'est Guillaume Soro. Ici, là, on vient parler, c'est pas pour faire coup d'État. Parce que vous, quand les gens viennent s'asseoir pour parler, vous prenez tout pour dire non, ils sont venus faire coup d'État. Nous, on vient parler de l'actualité de notre leader. Dans la manière que les gens parlent des autres là, c'est comme ça, nous aussi, on vient mobiliser nos amis et puis leur dire que vraiment, restons toujours en attente. Notre combat, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Mais pas les unes, pas par les armes, pas par la brutalité. Je fais cette précision-là au monsieur. Donc on se lève, on a fini, on se dit au revoir à tout, parce que nous on doit rentrer sur Ferriquet. Bon, pour ceux qui connaissent, bon, si quelqu'un connaît Guiglo, on fait notre réunion au Dégapi. Et je sors, je vois, il y a cargo de la police, il y a Daniel Petit et pick-up là. C'est garé là. Et puis le monsieur vient, en fait, on marchait, et puis il vient, il me dépasse, et puis il monte dans le pick-up, et puis il dit, allons-y, c'est rien. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que ici, en Côte d'Ivoire, où nous sommes là, c'est ceux qui ne sont pas ici, qui ne savent pas réellement ce qui se passe. Sinon, des gens sont opprimés. Les gens ne peuvent même pas s'exprimer. Nous, Ivoiriens, on n'a aucune intention d'encore faire intervenir les hommes dans notre pays, comme cela a été le cas dans le passé. Mais nous allons libérer notre pays par les idéaux, par la parole, par l'expression, par l'engagement citoyen, par le patriotisme, pas par les âmes. Donc je profite en même temps de ce cas pour dire aux uns aux autres que nous ne sommes pas comme vous. Nous allons arriver au pouvoir par les unes. Et c'est Guillaume Soro qui sera notre président. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Chérif, tu es là, non? Vas-y, c'est ton tour de parole. Après, on va passer au souriant. Comme ça, quand il y a des demandes. Je suis là, bonsoir le frère, bonsoir Fatou. Après Chérif, j'aimerais parler, hein, s'il vous plaît. Ouais, Non, pardon, permets que le souriant parle et puis on va faire monter. Il y a au moins 4 demandes en bas, s'il te plaît. Dès qu'il descend et puis on va te passer la parole. C'est-à-dire que depuis, comme Souley disait tout à l'heure là, c'est-à-dire que ce genre de débat-là, il faut que nous insistons dessus. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à discuter. Aujourd'hui, tout le monde, même si ceux qui faisaient semblant, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un plus sourd que quelqu'un qui fait exprès pour ne pas entendre. Aujourd'hui, la population, aujourd'hui, tout le monde est conscient aujourd'hui que ouais, ce gouvernement-là, ils ne sont pas là pour la population ivoirienne. Ils ont un but bien précis, c'est de s'enrichir eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils font.
Mais quand on regarde aujourd'hui, on a une lueur d'espoir. Et l'espoir qui est là, tout simplement parce que ceux-mêmes qui les ont mis au pouvoir, la France qui les a mis au pouvoir, ils sont aujourd'hui décriés par la France. Donc c'est pour cela, c'est un peu cela qu'ils paniquent aujourd'hui. Donc, dans un pays où le gouvernement décide, les membres du gouvernement décident qu'eux, ils vont aller se soigner en dehors de la Côte d'Ivoire, qu'ils vont aller chez leur tuteur en France. D'abord, c'est une façon de montrer qu'ils ont échoué complètement. La poudre qu'ils ont jetée à nos yeux avant, quand ils disaient qu'ils ont fait les hôpitaux partout, qu'ils ont fait les hôpitaux, et les hôpitaux qu'ils ont construits eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'aller se soigner là-bas. Même un simple maire lui-même, quand il a mot de tête, il prend l'avion, il fait. Parce qu'ils sont conscients des calamités qui se passent dans les hôpitaux. Ils savent. Et mais comme ça ne les touche pas directement, ce n'est pas leurs parents. Parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Parce que s'ils vivaient, mais ils étaient ivoiriens là. La souffrance, ils allaient au moins penser à la souffrance de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, ce que les gens traversent. Mais comme ça ne les concerne pas, ils ne sont pas ivoiriens, ils sont insensés à ce que les Ivoiriens traversent. Et c'est pour cela qu'ils font cela. Parce que aucun pays respecté ne peut vouloir passer des choses comme ça. Là. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, si c'est dans un pays africain, ce gouvernement-là va sauter le lendemain. Même au Burkina, les États de l'ALS, des choses comme ça se passent là. Ce gouvernement-là n'est pas parti. C'est en Côte d'Ivoire, nous sommes là. C'est comme si nous sommes lobotomisés, on regarde. C'est pas parce que, même si nous crions, mais il y a la peur. Il y a la peur qui est là parce que ils sont venus par la violence. Et c'est ça le problème. Parce que, comme ils sont venus par la violence, il y a le stigma des événements de 2011, avec la pète, les morts qui se sont passés. Et c'est ce qui fait que les Ivoiriens aujourd'hui, même s'ils vont sortir, il y a cette peur-là qui est là. Donc, ce n'est pas long. Je suis au travail même, je suis écouté, parce que moi je travaille la nuit. Donc vraiment, ça fait très mal. Mais il n'y a que ce genre de, comme je le disais là, ce genre de panel-là qu'il faut faire chaque fois pour dénoncer, jusqu'à ce que on arrive, on ait gain de cause et enlever ces deux eaux, ces chasseurs de la goutte là au pouvoir. Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est ce que je voulais dire, les frères. Merci beaucoup, Chérif. On enchaîne le souriant. Je salue tout le monde. Je vous dis merci de m'avoir accepté. En fait, je voulais un peu intervenir concernant ce sujet-là. J'ai très mal et puis j'ai honte de la Côte d'Ivoire. Ça fait que tu as dit maintenant à un Burkinabé ou bien un Sénégalais que tu es ivoirien, mais ça fait honte pour ce qui vient de se passer hier, avec ce que le RD est en train de nous montrer. Vraiment, j'ai très mal. Et je pense que la seule solution, c'est un soulèvement populaire qui peut résoudre ce problème-là. Mais comme l'a dit tout à l'heure le frère là, la peur, on est trop animé par la peur. Et c'est quand, il me demande quand est-ce que on peut avoir le courage de sortir sans les armes pour faire partie de ce pouvoir-là. C'est seul un soulèvement populaire qui peut le faire partir. Mais tellement qu'on a peur, on a été trop... Quel mot que je peux employer? On a été trop traumatisé par les armes que vraiment cette peur-là encore en nous. Et ça fait pitié. Ça fait pitié pour nos parents qui vivent dans les villages, dans les campagnes, qui n'arrivent même pas à se soigner. Nous qui sommes ici, on se bat nuit et jour pour que nos parents survivent. Mais c'est zéro. Moi, je prends mon cas. Ma grande soeur est tombée malade. Elle a fait tous les hôpitaux d'Abidjan, même à l'hôpital de Madame Draman. Où là où elle est partie maintenant, on me dit, oui, il faut qu'on paye 1 million avant qu'on la traite. On la touche. Hôpital mère-enfant là? Justement, 1 million. Et ma nièce m'appelle.
J'ai dit, ok, comme c'est la vie de ma soeur, je vais le faire. Je l'ai fait et ma soeur n'est pas restée. Même à la morgue, c'était pareil. Il faut maintenant payer les impôts, même pour un mort, il faut payer un impôt pour récupérer le corps. Avant, on mettait une semaine pour un mort, on vous donne une semaine gratuitement. Avant. Maintenant, là, c'est 3 jours. Quand mon neveu me l'a dit, j'ai dit non. Pourquoi? C'est une semaine? Il dit non, hein. C'est 3 jours. Et après, tu as payé entretien du corps. Hein. Le jour où ton corps va sortir, tu vas payer entretien. Il dit, mais est-ce que je paye 5 000 francs par jour là? Il n'y a pas d'entretien dedans? On dit non, il n'y a pas d'entretien. Mais quand est-ce qu'on va quitter dans ça? Donc, les histoires, les querelles sur les panels,